Il paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. J'ai l'impression d'être un mini-jambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Le Goïnec et bienvenue dans Retour vers le Turfu, le podcast de la pop culture passé, présent, futur. Dans cette deuxième partie de l'émission 55, on va se concentrer sur Blade Runner de Ridley Scott, sorti en France le 15 septembre 82, toujours en compagnie de Yuna, Karim, Vivien, Manu et Jean-Baptiste à la technique. Blade Runner sera-t-il mieux classé que Interstellar ou Pulp Fiction? C'est ce qu'on va entendre tout de suite dans Retour vers le Turfu numéro 55. I'm Rachel. Deckard. They were designed to copy human beings in every way. How can it not know what it is? Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. If only you could see what I've seen. What seems to be the problem? I want more life. Alors, Blade Runner, titre québécois, le Blade Runner un peu moins chiant et où il n'y a pas Jared Leto. Réalisé par Ridley Scott, au scénario, on retrouve Hampton Fancher et David Webb Pilpulse, ce qui adapte librement le livre Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philippe K. Dick. À la photographie, nous avions Jordan Cronenwelf et aux effets spéciaux et autres trucages en dur, nous avions Douglas Trumbull, responsable notamment des effets spéciaux de 2001, l'Odyssée de l'espace. À la production, il y avait la The Lad Company et Warner Bros. Au casting, nous avions Harrison Ford, Sean Young, Rutger Hauer, Edward James Olmos et Daryl Hannah. Et à la musique, nous avions, alors attention, je vais écorcher son nom comme un gros connard, Evangelos Odyssea Papatanesius, aka Vangelis. JB, que raconte Blade Runner? J'ai pas écrit vraiment de résumé. Enfin... Ok. En fait, j'ai écrit des bribes de résumé synthétiques parce que je sais pas trop comment le raconter. Donc en gros, ça se passe en 2019 à Los Angeles. Sur Terre, c'est devenu un peu le chaos. Les animaux, il y a plus d'animaux, c'est devenu des robots. On les a remplacés. Et puis les humains ont colonisé un petit peu partout. Il en reste plus beaucoup sur Terre. Et donc ils sont secondés par des humanoïdes qu'on appelle les réplicants, des robots à l'apparence humaine, qui sont un peu chargés de faire un peu la merde, quoi, des tâches ingrates. Ils sont aussi employés, je crois, comme des soldats ou des prostituées aussi. Des prostituées, oui, voilà. Et donc après avoir été chassés de la Terre, les réplicants, parce qu'ils ont fait, je crois qu'ils ont fait de la merde sur Mars. Ceux qui restent sur Terre, en fait, ils sont un peu traqués par des unités de police qu'on appelle les Blade Runner. Et donc dès qu'ils sortent un petit peu du rang, dès qu'ils font un peu n'importe quoi, et ben on les supprime. Et donc on va suivre un détective Deckard, qui est un ancien policier qui est devenu un Blade Runner, et il est recruté pour attraper 5 réplicants. Renégat. J'ai pas noté, j'ai pas noté tous les noms. J'ai Pris, Zora, Léon et Batty. Oh oui, Batty, ouais. Et donc ces réplicants, ils sont traqués parce qu'ils ont déjà tué plusieurs personnes. En les traquant, Deckard, il va rencontrer le patron de Tyrell Corporation, qui est la société qui construit les réplicants. Et il lui demande de tester une assistante qui s'appelle Rachel. Donc bon, il en conclut que c'est un réplicant. Et effectivement, il le découvre, mais Rachel, elle le savait pas. Enfin, disons qu'on sait pas trop, mais ouais, s'en doutait pas vraiment. Et donc elle est un peu déboussolée, et donc elle va faire connaissance avec Deckard, et bref, elle s'attache un peu à lui. Quand Deckard va traquer les réplicants pour lesquels il a été embauché, voilà, mandaté. Mais en gros, ces réplicants vont s'en prendre à lui, et en fait Rachel va un peu le protéger. Après, pour la fin, je pense qu'on va en parler dans l'émission, quoi. Ça marche, merci JB pour ce résumé. Alors, le film a coûté 28 millions de dollars en 1982, ce qui équivaut maintenant à 75 millions en 2020, soit 2 fois le budget de Red Dingue de Danny Boone. Le film...
C'est toujours bien de le remettre en unité d'Anivium quand même. Ouais. En unité de comédie française surtout. Le film a été un bid aux États-Unis, on y revient un petit peu de ce qu'on disait dans la première partie, puisqu'il ne rapporte que 32 millions de dollars aux États-Unis au box-office. Son bénéfice, entre guillemets, se fera en VHS et club vidéo et deviendra au fur et à mesure un film culte, notamment du fait que Ridley Scott s'est battu pendant des années pour refaire un montage qui le suggère beaucoup mieux que la version cinéma qui a été diffusée à l'époque. Mais ça, on en reviendra un petit peu plus tard. Bref, le film, une grosse déception pour les studios qui comptaient beaucoup dessus en fait pour que ça cartonne, mais malheureusement, ça s'est planté. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé la presse de Blade Runner à l'époque? Et on va commencer avec Libération qui nous met un 5 étoiles avec Philippe Garnier. N'attendant par principe rien de bon ni d'éclairant d'une histoire de science-fiction, bah moi j'ai trouvé ça génial. Bravo, merci merci la presse. Attends, c'est Philippe? Non, c'est pas Philippe Rouillet. Ah, non, putain, c'est pas ce Philippe là. Télérama de son côté avec Gilbert, ça la chasse. Plastiquement, Blade Runner est une réussite totale. Les cahiers du cinéma mettent 4 étoiles sur 5 quand même, attention. Indéniablement, 3 petits points, Blade Runner se laisse voir avec plaisir. Putain, pour une fois qu'ils font pas chier. Positif, 3 étoiles sur 5 par Alain Garceau. L'adaptation du roman de Philippe K. Dick telle qu'elle a été faite dans Blade Runner montre que ni le sujet ni les implications n'ont intéressé Ridley Scott. Voilà, ça c'est la petite tacle. D'ailleurs, faut savoir, Ridley Scott n'a pas lu le livre. Donc ça peut aider aussi sur l'appréciation du film aussi d'une certaine manière, l'appréciation de l'adaptation. Après, c'est un peu compliqué de l'attaquer à ce moment-là, alors que c'est pas sa version finale qui est sur laquelle déjà, il est jugé. Ça, mais en même temps, le scénario, voilà, je pense qu'il a eu le script de ceux qui avaient fait les deux scénaristes qui sont basés sur le livre. Je pense que ça l'a suffi. Il s'est pas emmerdé après à vouloir lire le livre ou non, quoi. Enfin, je comprends pas trop pourquoi on veut absolument considérer Blade Runner comme une adaptation. Je veux dire, le bouquin de K. Dick pour moi est un support, mais je pense pas qu'il ait vocation à être complètement adaptation à ce point-là. Donc forcément, les différences, elles sont énormes à la base. Oui, c'est vrai. Ouais. Le journal La Croix avec Jean Rochereau. Blade Runner est un film horriblement fatigant qui ne met en lumière à peu près aucune des richesses de son scénario. Voilà, ça c'est dans ta gueule. Mais la palme du mec qui met le high kick pas possible, c'est Philippe Manœuvre dans le magazine Métal Hurlant. Il note: je suis allé voir 2 fois l'ignoble Pensum que Hollywood ou Ridley Scott ou les deux présentent comme Philippe K. Dick au cinéma. Mon verdict est ferme et sans nuance. Bande de salauds. Alors, il réagit comme ça un peu à chaud parce que aussi il faut savoir le film Blade Runner quand il est sorti c'est 2 semaines avant. Oui, Philippe K. Dick est mort 2 semaines avant la sortie du film en fait. Mais Philippe K. Dick était plutôt ok avec la version de Ridley Scott, parce qu'il a vu les 20 minutes du film je crois, qui lui suffisait en fait par rapport au comment ils avaient fait la transposition en direction artistique en fait par rapport à son livre. Il était plutôt ok. Par contre, est-ce qu'il aurait été ok par rapport à ce qui a été fait dans le scénario? On sait pas, mais effectivement ce qui est con c'est qu'il est mort 2 semaines avant. Le film a reçu quand même des récompenses. Il a reçu 3 BAFTA Awards à l'époque: meilleur décor, meilleur costume et meilleure photographie. Pas d'Oscar pour le film puisque la critique de l'époque, comme je l'ai dit, avait détesté le film, surtout les Américains. Petite question, quel film de 82 a eu le prix du meilleur film lors de sa cérémonie des Oscars 93? 83, ouais, pardon. 82. Oui, 83, ouais. Réalisé par un mec qui joue dans Jurassic Park. Ah, oui, ok. Merde. Ah, putain. Alors là. Qui joue John Hammond. Qui joue John Hammond, ouais. John Hammond dans Jurassic Park. En fait, c'est Richard Attenborough, son vrai nom, et il a réalisé le film Gandhi, qui a chopé l'Oscar du meilleur film devant E.T., Tootsie, Missing et The Verdict. Et c'est lui qui joue le John Hammond dans Jurassic Park. Pourquoi? Parce que Steven Spielberg en fait vénère ce réalisateur et il a voulu qu'il joue dans Jurassic Park. D'ailleurs c'est un peu une constante chez Spielberg, généralement quand il aime bien quelqu'un il voudrait bien qu'il joue dans ce film, comme dans Rencontre du troisième type où il fait jouer François Truffaut. En plus François Truffaut il a un rôle assez important parce qu'il joue, on le voit assez souvent sous l'écran, il joue le rôle d'un scientifique je crois qui étudie des extraterrestres. Bref, c'est un peu sa petite manie à lui de faire jouer ses poteaux.
l'avait dit précédemment, donc c'est une adaptation de les androïdes rêvent-ils de moutons et électronique de Philippe K. Dick. Karim, est-ce que tu peux nous faire un petit point pour savoir déjà qui est Philippe K. Dick? Pour moi, il y a un moment, si tu parles de Blade Runner, tu dois parler de Philippe K. Dick. Point. Petit disclaimer quand même, par contre, avant, K. Dick, c'est un très gros morceau, donc je vais pas faire vraiment son wiki, ça serait chiant et j'aurais peur de dire plein de conneries, mais petite présentation quand même. Donc, auteur américain de romans, de nouvelles et d'essais de science-fiction du XXe siècle, ultra reconnu de nos jours et s'accommodant d'un CV qui fait humblement pleurer avec des récompenses comme le prix Hugo ou encore le prix John Wood Campbell Memorial. Je fais genre je connais ça, mais j'ai appris l'existence de ces prix tout à l'heure quand je faisais mes recherches. Pour exorciser les vannes, Phil Laverge a eu une vie d'écrivain que je vais résumer dans les vies d'écrivain que j'adore, c'est-à-dire une vie merdique, archi compliquée, qui passera par une enfance, ma foi, vraiment pas facile, perte d'un jumeau à la naissance, ainsi de suite. Une vie entre le succès, on va dire comme ça, la paranoïa, les divorces et surtout la drogue. Beaucoup de médisants diront que certains, ceci explique cela. Tu le disais, il est mort donc la même année que la sortie de Blade Runner, donc il est mort jeune, à 53 ans. C'est vraiment à titre posthume en fait, et grâce à Blade Runner qu'il a en fait atteint un peu sa grande renommée qu'il a maintenant. Parce qu'il commençait à peine à toucher les droits d'auteur, sachant qu'il est mort dans la pauvreté, c'est un peu con. Mais quand même après ça, parce qu'on est sympa, un an après sa mort, un prix littéraire écrit en son hommage, le prix Philippe K. Dick. Ce qui m'intéresse, et je vais le faire bref parce que sinon je me perdrai des heures, mais c'est les thèmes abordés et surtout l'influence de K. Dick dans le monde derrière. Parce qu'il y a dans les thèmes traités par K. Dick, il y en a plein, mais il y en a un moi qui me fascine, c'est il aura toujours en fait un regard sur la modification et la manipulation de la réalité, avec des questions comme être humain ou non, ou être vivant ou non. Sommes-nous manipulés en permanence, le système de surveillance, ainsi de suite. C'était assez relatif, un peu à la paranoïa, je pense qu'il a vécu, et c'est quelque chose qui me fascine. Et c'était vraiment une crainte pour K. Dick, ça transpire dans toute son œuvre. Ça me fascine, je voulais en parler, et je pense que je suis pas seul dans ce cas, parce que si je voulais faire ce point sur K. Dick aussi, c'est surtout pour parler de l'univers dickien et des milliards d'adaptations faites sur cet univers. Il y en a plein. Il y a les adaptations que je vais mettre avec plein de guillemets presque stricto sensu. Il y a Blade Runner, on traite aujourd'hui, il y a Total Recall, fait par Paul Verhoeven, Planète Hurlante, The Truman Show, Minority Report, qui sont vraiment voilà les gros enfants directs de Philippe K. Dick. Il y a aussi les enfants illégitimes, moi que j'aime beaucoup, genre Ghost in the Shell, ou des films comme Existence Z aussi, qui sont vraiment dans cet univers-là. Très bien aussi. Et même récemment, quelque part, Inception, aussi de Christopher Nolan, qui va vraiment en fait essayer de briser ces barrières tout le temps entre réalité et constance. Pour terminer après sur mon côté otaku, il y a vraiment plein de mangas trop cool aussi qui sont tirés de cet univers-là. J'ai parlé de Akira tout à l'heure. Je vais les faire très très vite. Il y a Psychopath, disponible sur Netflix. Il y a le manga Papier Gum qui est excellent. Et il y a deux chouchous pour ceux qui aiment les mangas, si vous les connaissez, si vous connaissez pas, allez les chercher. Il y en a un qui s'appelle Ergo Proxy, et en plus il y a une cover de Radiohead dessus, c'est top. Et le dernier, pour ceux qui ont vraiment pas peur, des trucs un peu niqués, un qui s'appelle Serial Experiment Lane. Foncez, c'est très cool, avec du LSD, ça aide. Ouais, c'est une très très bonne série animée, ce qui paraît en plus. C'est 12 épisodes, voilà, c'est le manga qui a un début, une fin, j'aime beaucoup, sur un format qui est court. C'est ultra méta sur le rapport en fait à la connexion des univers virtuels, l'intelligence artificielle et la capacité de création, on va dire, un peu déifiée que peut avoir l'humain sur l'univers qui est autour de lui. Enfin, c'est très très cool, des fois c'est très abstrait, mais moi je kiffe de ouf. C'est un peu sad, mais il y a ce côté spleen justement que tu retrouves dans l'univers dickien que j'aime beaucoup. Et il y a aussi une adaptation que j'aime beaucoup, moi, c'est A Scanner Darkly de Richard Linklater, ouais. Qui est une sorte de film d'animation en cel shading. Enfin, c'est avec en fait tourné avec des vrais acteurs et c'est de la rotoscopie. Rotoscopie, ouais, par dessus. C'est insane. Qui est vraiment pas mal aussi dans le même genre, qui est vraiment sympa. Il y a eu une évasion d'une colonie de l'espace il y a 2 semaines. 6 réplicants, 3 mâles, 3 femelles. Ils ont assassiné 23 personnes et volé une navette. Il y a 3 nuits, ils ont essayé de pénétrer à la Tyrell Corporation. Qu'est-ce qu'ils cherchent à la Tyrell Corporation? À toi de me le dire, mon vieux, c'est pour ça que je te paie. Je m'appelle Rachel. D'accord. Je vais me tourner plutôt vers Manu. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de Blade Runner? Tu l'as vu quand la première fois par exemple toi? Quand je sais pas, je devais être ado. Je sais que la première version que j'ai vue c'était déjà la Director's Cut. J'ai dû voir Director's Cut et Final Cut et pas les versions ciné originales. Donc les versions un peu plus feel good sur la fin. Moi j'adore. C'est vraiment un film que je place très haut. Je
enfin, je trouve vraiment que c'est une œuvre fondatrice pour la SF des 20-30 dernières années. Il y a beaucoup, enfin, notamment sur la question de l'IA, qui est un thème qu'on sait désormais vraiment cher à Ridley Scott, puisque même sur sa saga Alien, il est revenu pour partir complètement du côté Alien et partir sur les IA. Et aujourd'hui, il produit encore des séries comme Raised by Wolves sur HBO Max, qui traitent justement des IA. Et ouais, derrière, ça a inspiré des grosses œuvres. Forcément, la première qui va me venir à l'esprit, c'est Battlestar Galactica version Ronald D. Moore, qui reprend exactement cette même problématique d'une IA créée pour faciliter la vie des humains et qui finit par se rebeller et se retourner contre son créateur, et derrière développer, enfin la série développe la problématique de qu'est-ce qui fait d'un être humain un être humain, du rapport créateur-créature, qui est aussi un thème cher à Ridley Scott. Moi, je trouve que c'est déjà une œuvre fondatrice, et après, techniquement, c'est un film qui vieillit pas trop, moi je trouve. Il sait créer une ambiance. La musique, il joue aussi pour beaucoup. Que ce soit dans le propos, dans le rythme, je trouve que c'est parfaitement millimétré. C'est vraiment pas du film de SF qu'on verrait aujourd'hui, qui aurait besoin de plus d'action, de plus de rythme d'un rythme plus effréné plutôt, pour réussir à se faire sa place au box-office. Mais voilà, c'était pas le propos, et je pense que c'était une époque qui permettait de faire ça. Enfin, en l'occurrence, pas totalement, puisque Ridley Scott a perdu sa version sur la fin, et les versions sorties au ciné étaient plutôt contrôlées par Warner. Mais voilà, déjà l'idée, enfin le film était lancé en soi, c'était déjà un bon pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis t'as ce côté intemporel, comme tu dis, hein, c'est un film qui a pas du tout vieilli. Et c'est un film, qui a inspiré des tonnes de produits, de séries, d'animés, de films, encore toujours et encore aujourd'hui, quoi. Yuna, qu'est-ce que toi de ton côté t'avais pensé de Blade Runner? Et je rejoins Manu sur le fait que ça avait posé des bases en termes de SF, enfin les thèmes de l'intelligence artificielle, hein. Je vais pas revenir là-dessus. Après, moi personnellement, peut-être que je l'ai vu un peu tard. J'ai vu jeune adulte, on va dire, des moments où peut-être au niveau de technologie ou ce thème-là avait déjà été utilisé dans d'autres films. Et objectivement, il est bien, mais moi, il m'a pas forcément touché, en fait. D'accord. Mais en soi, il est réprochable, donc c'est ça qui est... Et c'est ça qui est un peu chiant, ouais, j'imagine. Ça, oui, voilà. Ouais. C'est un peu chiant, c'est un bon moment quand même à passer, hein, mais... Un peu indigeste peut-être, non? Non, alors peut-être que c'est la comparaison livre aussi, qui fait qu'il y a des thèmes que forcément on peut pas aborder. Parce que t'as lu le livre, toi, à l'époque? Enfin, t'as lu le livre, tu l'as lu avant de voir le film, non? Non, j'ai dû le lire après. Ok, d'accord. Mais le livre m'a plus parlé que le film, en l'occurrence. En l'occurrence, qu'est-ce que t'as préféré dans le livre que le film, par exemple? Il y a tout l'aspect du titre, déjà. De quoi rêvent... les androïdes. Oui, de quoi rêvent les androïdes. Avec tout cet aspect, alors ça commence à dater un peu, mais sur le fait que les personnages ils soient blasés, en fait, il n'y a plus rien qui les fait ressentir quoi que ce soit, ils doivent recréer leurs sentiments. Il me semblait qu'il y avait ça dans le début du livre, pardon. Et je pense que c'est cet aspect-là, la perte d'humanité, en fin de compte, des humains que j'ai pas forcément retrouvé tel quel. Bon, après, ils sont quand même tous sous antidépresseurs, hein, dans le film. Hein. Oui. Ils sont tous calmés, quoi. Oui, mais voilà. Après, forcément, entre l'écrit et le visuel, il y a des choses. Il y a forcément des choses qui se perdent. On peut pas creuser de la même façon. Hein. Ouais, on peut pas faire une voix off en disant je suis tellement dans le bad. Par contre, l'image dans l'imaginaire cyberpunk. Là, du coup, je l'ai revu il y a une semaine. Dit que c'est censé se passer en novembre 2019. J'ai l'impression de revoir les images qu'on a de Tokyo ou de New York aujourd'hui, en fait. Un peu, ouais. Avec les pubs affichées partout au mur. Ouais, il y a de ça. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'aussi ça a mis les bases d'une mouvance particulière, le cyberpunk. C'est un des préceptes par rapport à ça, quoi, des précurseurs. C'est un des papas du cyberpunk. Ouais. Hein, il est pas tout seul, mais vraiment, c'est lui qui a posé vraiment cette iconographie pour de vrai. Ouais.
Et Vivien, toi de ton côté, qu'est-ce qu'on avait pensé de Blade Runner? Ça a été super dur. Déjà, j'ai moins kiffé ce visionnage que le premier que j'avais eu. Étonnamment, j'avais visionné ce film-là j'avais vachement moins de cinéma, quoi. C'était l'un des premiers films que j'ai vu quand je commençais à m'intéresser. Et je sais pas trop quoi en dire. Ça a été très dur pour moi de m'accrocher tout du long. J'ai vu la Final Cut, du coup cette fois-ci la première fois je crois que j'avais vu la Director's Cut. Y a pas à chier par contre en termes d'esthétique, même dans ce qu'on disait, le fait que tous les personnages aient l'air sous antidépresseurs, etc. Enfin il y a vraiment un truc sale, vraiment très cyberpunk en fait, qui se dégage du tout et que j'adore perso, que je trouve, enfin c'est vraiment vraiment bien et ça rend bien. Mais par contre, au-delà de ça, j'ai eu du mal avec toute l'histoire en fait. Ok. De quoi? De comprendre, de suivre. Qu'est-ce qui t'a chauffé en fait sur l'histoire? Juste, je saurais pas trop dire. J'ai eu du mal j'avais du mal à me mettre dans l'enquête. À sa poursuite des réplicants. J'avais beaucoup de mal avec ça. Limite les seules scènes qui m'intéressaient c'était les scènes avec quand il était avec le Tyrell là. En fait le film en lui-même, le propos je sais pas, c'est compliqué à dire. Vraiment j'ai du mal mais moi j'ai du mal à savoir ce que j'en pense en fait, donc je pense que ça doit être compliqué de comprendre ce que je veux dire. Mais t'as eu du mal à te sentir concerné par les enjeux en fait, peut-être? Je sais pas. Parce qu'en même temps, j'aime bien l'histoire de tout justement les limites entre entre qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui l'est pas. Mais ouais, peut-être. Je saurais pas trop expliquer, j'avoue. C'est compliqué. Tu trouveras peut-être les mots durant l'émission. Bah ouais, c'est chaud. Cette version, ce visionnage m'a complètement retourné ce que j'avais en tête par rapport à Blade Runner. Ok, ça marche. Voilà. JB, de ton côté. Pareil, Blade Runner, je l'ai découvert assez tard. Je sais pas, je devais être ado. Puis je me rappelais plus du tout. Et je l'avais rematé il y a genre 1 an. Et ça m'avait, ça avait fait ni chaud ni froid, on va dire. Mais peut-être que j'étais pas dans les conditions. Bon, je l'ai rematé donc la semaine dernière. Bon, j'aime bien ce film, surtout dans l'ambiance. Donc toute l'ambiance steampunk, film noir, futuriste, un peu fataliste aussi. Alors la musique, j'adore la musique aussi, Vangelis, je kiffe. Les images, c'est magnifique. Surtout pour un film de cette époque-là, c'est beau quoi. Et autrement, au niveau de l'histoire, il y a quand même des côtés intéressants. Tout le côté, au final, voilà, tout le côté qui on est, limite les robots au final, t'as l'impression qu'ils sont plus humains que les humains finalement. Voilà, il y a pas mal de choses que j'aime bien, mais après, j'ai vraiment du mal avec les films lents en fait. C'est mon problème principal, c'est que je détourne vite le regard, vite. Au bout d'une minute. T'as du mal à être attentif en fait face à des films qui prennent un peu plus qui appuient beaucoup trop sur la contemplation quoi. Ouais, non, j'aime beaucoup contempler quand il y a des belles images, des plans en extérieur, ce genre de choses. Mais après quand il y a vraiment des scènes très longues en intérieur, tout ça, j'ai vraiment j'ai du mal à garder ma concentration quand au final il se passe pas grand-chose quoi. Donc voilà. Mais sinon oui, dans sa globalité, c'est un bon film. Mais je suis pas, moi personnellement, je suis pas fan de la forme, plutôt du rythme. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire, parce que le rythme prend son temps, les plans sont longs, les discussions peuvent être longues aussi. Tiens, j'ai noté juste, vous savez, le petit logo de la société de films qu'il y a au début de tous les films. Là, dans Blade Runner, il dure 32 secondes, je crois. Juste le logo. The Lad Company, là? Avec l'arbre, tu vois, qui se dessine ligne par ligne. C'était pour gagner du temps sur la production. Donc, ça me met déjà dans l'ambiance, en fait, dès le début. Ce n'est pas facile de rencontrer son créateur. Et que peut-il faire pour vous?
Le créateur peut-il réparer ce qu'il a fait? Est-ce que vous souhaitez être modifié? Reste ici. J'avais à l'esprit quelque chose de plus radical. Quoi? Qu'est-ce qui vous pose un problème? La mort. La mort. Et tu voulais faire un point sur Vangelis, justement, peut-être par rapport à la musique. Qu'est-ce qui t'a apprécié? Qu'est-ce que t'as apprécié en fait dans cette musique? Qu'est-ce qui te fait retenir cette musique? En fait, depuis tout petit, j'ai toujours été fan de musique électronique. Et quand j'étais petit, en fait, j'écoutais des albums de Jean-Michel Jarre, Vangelis. J'avais des compiles de musique de compositeurs électroniques, quoi. Et Vangelis, ça fait partie d'un des précurseurs avec plein d'autres de la musique électronique, et c'est vraiment des sonorités que je kiffe, tous les vieux synthés, les CS80, les Jupiter, tout ça. Donc c'est vraiment une musique que j'adore, et surtout le style New Age de cette époque-là, très planant, dans un autre style, les Brian Eno, Music for Airports, tout ça. Et donc ouais, c'est vraiment une musique qui me parle et qui va tellement bien avec l'ambiance steampunk, quoi. Enfin, cyberpunk plutôt. Ah, cyberpunk, ouais. Karim, de ton côté, tu nous as parlé donc de Philippe Cadic, mais le film en lui-même, qu'est-ce qui t'a fait kiffer, ou pas du tout d'ailleurs? Un très très grand kiff, Blade Runner. Hier, quand je l'ai re-regardé hier, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. J'avais peur de le faire descendre un peu, de le trouver moins bon avec le temps, et pas du tout. J'ai toujours autant kiffé. Tout, moi, me plaît dans ce film. L'esthétique, bien évidemment, tout est ultra léché, les lumières sont folles, le son est fou. Et surtout, le fond. Il y a un truc, moi, que j'aime beaucoup dans le film, mais par exemple, JB disait que le rythme était quelque chose qui pouvait le perdre. Et en vrai, je peux le comprendre de ouf, parce que le film prend vraiment son temps. Moi, justement, ça marche vraiment, en fait, parce que je prends le film comme une BD. Ridley Scott, je crois, qui avait dit qu'il fallait prendre le film en fait comme une bande dessinée. Et en vrai, je le trouve vraiment qu'il faut le prendre comme ça, prendre le temps de regarder chaque image comme une bulle en fait de BD, prendre le temps que t'as envie de prendre quelque part. Et c'est le temps en fait de se poser 1000 questions derrière sur ce que veut t'amener le fond, la création, l'intelligence artificielle, le rapport à l'humanité. Je sais pas, moi il y a plein de scènes par exemple qui reviennent souvent dans le film où Descartes essaye de regarder le ciel à travers un plafond de verre, et à chaque fois il tombe sur un gros panneau publicitaire. Et c'est vrai que le plan pourrait durer 2 secondes, la signification elle serait bien. Moi j'aime bien que le plan dure 30 secondes, parce que ça me laisse le temps de m'imaginer 50 milliards de trucs sur qu'est-ce qu'a voulu me dire le réal, est-ce que ça a un sens, ainsi de suite. Et je trouve que Blade Runner utilise justement très bien le rythme pour faire ça. C'est ça que j'aime bien, le comparer un peu à une BD. Et j'adore, les thématiques abordées sont encore d'actualité. Ouais, je suis très client. Je suis vraiment excessivement client de Blade Runner. En parlant des termes abordés, c'est vrai qu'il en aborde plusieurs qui sont encore d'actualité. Notamment, tu disais, Manu, le fait que Ridley Scott aime beaucoup ce sujet du créateur et de la créature. Chose qu'on retrouve aussi dans Alien, concrètement. Et dans Prometheus aussi, qu'il le développe un peu plus, et c'est vrai que il entasse plein de sujets, notamment quand on voit ce monde où il n'y a pas d'animaux, où le ciel est toujours pollué par des putains de néons ou des pubs, où la vie n'a plus de sens parce que tous les travaux de merde sont faits par des robots. Voilà, l'enjeu du film, il y a plusieurs questions, et c'est un truc qui va se centraliser sur aussi le destin de Descartes, qu'on a longtemps, il y avait le doute, est-ce que c'est un répliquant, est-ce que c'est pas un répliquant, mais quand on regarde le film, je pense on peut plus se donner que c'est un répliquant, et c'est un peu le pourquoi du film aussi d'une certaine manière. Sachant que sur ce sujet, le scénariste et Ridley Scott sont pas d'accord. Pour Ridley Scott, c'est un répliquant. Pour le scénariste, c'est un humain. Ouais, mais pourtant il y a plein de pistes qui sont plutôt sérieuses pour dire que c'est un répliquant, quoi. Mais c'est sa volonté au scénariste. Il partait de l'idée qu'il était humain, mais qu'il laisserait le spectateur se faire sa propre idée. Du coup, c'est peut-être ce qui s'est fait avec Ridley Scott quand il a lu le scénario, c'est-à-dire qu'il s'est fait sa propre idée, et du coup, pour lui, c'est un répliquant.
Ouais. Non, mais très, très clairement. Et voilà, c'est des questions que tu peux te poser. Pourquoi lui est un répliquant? Pourquoi lui, il a pas l'air d'avoir une durée de vie limitée? Pourquoi il est pas au courant? Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut dire. Est-ce qu'ils sont plusieurs répliquants comme ça, de pas savoir qu'ils sont des répliquants? T'as plein de sujets comme ça, en fait, où tu te dis, mais en fait, si ça se trouve, c'est tous une société de robots, mais ils le savent pas. Et ce qui est super intéressant, c'est de se poser la question de si son chef et le flic avec qui il bosse le savent ou pas. Si jamais il est répliquant. Ce qui a l'air d'être en partie le cas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais ça change pas mal à l'objectif de sa mission, si jamais c'est le cas, quoi. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux. Des rayons C briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Si on peut raconter un peu la scène, c'est à la fin, c'est très simple. Hein, donc il a buté tous les répliquants qui sont rogues en fait et des renégats, et il repart chercher Rachel qui était dans son appartement, donc la secrétaire secrétaire robot de Tyrell, et dont il a tissé un amour, et il vient la récupérer dans son appartement, et il remarque en fait que Léon, donc son collègue Léon, qui faisait des origamis, est déjà passé par là parce qu'il retrouve un origami devant l'entrée, et ça voulait dire en fait, en gros, Léon son collègue, c'est Gaff son collègue. Ouais, c'est Gar. Léon c'est un des répliquants. Pardon, excuse-moi, ouais, c'est vrai, c'est Gar. Et ouais, effectivement, il se dit peut-être que en fait finalement il est passé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a pas buté Rachel? Pourquoi ça? Enfin, il y a pas mal de questions que tu peux te poser, et notamment leur fuite à la fin. Bon, on verra dans une des versions, c'est peut-être pas forcément la meilleure des versions, mais effectivement, il y a plein de questions qu'on peut se poser sur la fin, et c'est plutôt intéressant, quoi. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la fin? Est-ce qu'elle est plutôt satisfaisante d'ailleurs, cette fin? Ouais, bah comme tu le dis, dans la version vue par l'auteur en tout cas, enfin par Scott et par les scénaristes, c'est-à-dire celle où il n'y a pas la happy end et le voice-over rajouté sur les versions ciné, la fin est plutôt ouverte, et je pense que c'est une bonne chose, parce que on nous présente on nous présente un cheminement personnel de Deckard et de Rachel au cours du film. On n'est pas obligé d'avoir une conclusion. La conclusion, c'est qu'ils ont accepté un autre statut, ils ont accepté qu'ils faisaient pas exactement partie du monde de la même façon que les autres, peut-être. Le fait qu'on en reste là et que ça soit ouvert pour la suite, moi je trouvais ça très intéressant. Je trouve limite dommage d'avoir fait une suite à Blade Runner et de fermer certaines portes, puisque forcément quand tu donnes des réponses, tu tues un multivers de possibilités. Mais ouais, moi je suis plutôt satisfait de cette fin, ouais. Ouais, pour rebondir aussi sur cette fin-là, moi je la trouve plus cohérente avec l'ensemble du film, dans le sens que je trouve en fait la narration très calée. En fait, tu ne vois pas que Deckard, mais il y a plein de choses que tu ne vois quelque part un peu que de son point de vue, en fait. Et quand t'amènes les questions sur est-ce que c'est un répliquant ou pas, on pourrait aussi se poser la question, parce qu'on voit les choses un peu que de son point de vue, rien n'est expliqué, tu ne vois un peu, quand tu le vois lui, que ce qu'il voit. Et le fait de faire une fin justement qui coupe avec ça, je trouve ça cohérent avec ça, justement, parce que la fin où il se casse en mode en bagnole, machin et tout, ça crée une espèce d'omniscience, et comme dit Manu, ça tue complètement toute possibilité, tout l'univers. Moi, il y a un truc que je trouve aussi intéressant dans le film, c'est quelque chose qui est développé par plusieurs œuvres, mais que je trouve très 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 bien géré dans Blade Runner, c'est le côté humanocentriste de la création, c'est-à-dire qu'on crée
des robots qui sont à notre image. C'est un thème qui est repris dans Battlestar avec les mêmes problématiques dans le fond, sauf que il leur donne des capacités techniques qui sont au-delà de ce que l'homme est capable de faire, d'où le discours de Roy Batty sur la fin de j'ai vu des choses que vous pourriez même pas imaginer. Mais ça crée un effet, une dissonance chez le spectateur, car les perçoit en tant qu'être humain. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Yuna par rapport au roman et le fait que les humains ont de moins en moins de sentiments, il y a vraiment un parallèle qui est fait entre les humains d'un côté qui au début sont les good guys versus des robots qu'on nous présente comme les bad guys, et au fur et à mesure on se rend compte que les plus humains sont les robots, et que vous voyez, il y a un shift de la perception au cours de tout ça. Mais là où c'est super intéressant, c'est que c'est des androïdes qui développent certes des sentiments, des réactions humaines, notamment la peur de la mort, puisque au final leur plan c'est juste d'essayer d'échapper à une mort programmée, et une sorte d'injustice de la part de leur créateur. Mais au final c'est pas des humains, ils sont au-delà de ça, du coup ils en développent des comportements, des attitudes qui sont différentes, et ça crée une perception, enfin dans leur façon de se comporter, d'être entre eux, d'être avec les autres, ça crée un instinct presque animal, un comportement presque animal. D'ailleurs, on a Roy Batty qui fait carrément le loup sur la fin. On a le personnage de Pris, voilà, qui alterne vraiment entre un côté espiègle, un côté hyper froid, hyper meurtrier. Et voilà, je trouve que ça crée un effet hyper intéressant dans le film, où ça nous sort un peu du réel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça nous brise un peu nos perceptions de la réalité. Et voilà, moi je trouve que c'est quelque chose qui est très cool. Il y a les scènes que je préfère, je pense. Il y a certes la scène finale, mais d'ailleurs qui doit passer à peu près au même endroit. C'est les scènes chez J.M. Sébastien, cet humain qui a une maladie qui le fait vieillir trop vite et qui travaille pour Tyrell, ce qui fait c'est la porte d'entrée pour les androïdes vers chez Tyrell, et qui lui vit lui-même une dissonance entre son corps et son esprit au niveau de l'âge, et a une maison remplie de robots en toutes sortes, de marionnettes, qui est envahie par d'autres androïdes à forme humaine, et ça crée vraiment des visuels et des situations qui sont visuellement et sémantiquement, j'ai envie de dire, très très intéressantes. On le voit d'ailleurs quand Descartes arrive et que il y a Pris qui est caché au milieu des robots, comme si c'était au final une poupée. Elle donne un peu le sentiment d'être une marionnette de temps en temps. Voilà, je trouve que il y a vraiment un travail très intéressant sur ces androïdes. Et puis oui, sur la mise en scène très évocatrice aussi, où tu disais sur cette scène justement où il y a plusieurs marionnettes et ce plan derrière, c'est vrai que c'est une scène vraiment intéressante. Ça fait très film d'horreur. Hein. Un petit peu, ouais, aussi. Ouais. Il y a ce côté un peu Alien aussi, où l'alien est planqué un peu partout, et ça fait un peu cette idée-là. Dans Alien, dans le premier, il y a un moment où justement tu vois l'alien pleinement, mais tu sais pas que c'est l'alien forcément, il se confond avec le reste du décor. Ouais. Ça fait un peu ce genre d'effet. Ouais. Ah ouais, non, et c'est super bien ça comme type de mise en scène. On en a un peu discuté déjà, mais il y a le rapport au soi et d'ailleurs, je me souvenais pas qu'il était autant développé dans le film, je me souviens qu'il est redéveloppé dans Blade Runner 2049. Mais ce côté souvenir injecté aux androïdes qui leur donne cette impression d'avoir une vie. Dès que tu sais ça, tu commences à suspecter que peut-être Descartes est lui-même un androïde. Ouais. Et ça joue beaucoup sur la perception. Je crois que c'est Karim qui en parlait tout à l'heure. On voit toujours le film à travers les yeux de Descartes. Mais si ce qu'il voit au final n'est pas ce qui existe réellement, c'est possible, ça joue sur notre acceptation même de la réalité de ce qu'on voit au sein du film. Et c'est un peu ce qui avait été repris très récemment dans The Island. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Où effectivement, on leur met dans la tête des souvenirs, alors qu'ils sont là pour une courte période, puisqu'ils sont créés simplement pour leurs organes en fait. Ils vivent comme des gens, et pour eux la vie qu'ils vivent dans cette espèce de station, c'est pareil, c'est leur vie, et en fait on leur a fait croire qu'il y a eu un problème épidémiologique sur Terre, et c'est pour ça qu'ils sont là, tu vois, et qu'ils ont vécu toute leur vie, on leur a mis des souvenirs, etc. Alors qu'en fait pas du tout, quoi.
Ça avait été repris et du coup quand j'ai revu Blade Runner, je me suis dit ah ouais mais putain en fait c'est la même chose quoi. Michael Bay il a tout chouré quoi. Ouais, salaud. Il y a Alex Proyas aussi qui avait joué avec ça dans Dark City où aussi, ouais. toutes les nuits il y a une espèce qui manipule les souvenirs et même l'environnement des gens et tous les jours il se réveille en étant quelqu'un d'autre. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Le saviez-tu? Trop de la merde, mon gars. Pour jouer le rôle de Deckard, qui est interprété par Harrison Ford, plusieurs grosses rostas de l'époque étaient pressenties pour le casting. Robert Mitchum, Dustin Hoffman, Al Pacino, Nick Nolte et Burt Reynolds. D'ailleurs, Nick Nolte qu'on retrouve dans le film Hulk, dont on nous avait traité il y a quelques mois, dont il joue le punk à chien bien dégueulasse. Mais devinez quel acteur le plus what the fuck de la sélection aurait pu jouer à la place d'Harrison Ford. Alors, je parle pas de la sélection là, que je viens de dire, mais il y a un acteur qui était pressenti pour jouer à la place d'Harrison Ford, et c'est un acteur quand même ultra connu. Enfin, vous connaissez pas forcément le nom, mais vous connaissez le personnage. Personnage très connu de la télé. D'une série télé qui est assez connue dans les années 80. Chuck Norris. Fonzie. Non, c'est pas Fonzie, c'est pas Chuck Norris. Mais Chuck Norris, ça m'aurait fait extrêmement rire. Le mec, il leur a foutu des pieds à la gueule à tout le monde, c'est pour... T'as répliquant. Schwarzenegger. Non. C'est quoi comme style de série qu'il faisait? Enquête. Peter Falk. Peter Falk de Columbo, ouais. Effectivement, Columbo aurait pu être dans Blade Runner à la place d'Harrison Ford. Je crois que j'ai vu un répliquant. Faut que j'en parle à ma femme. Voilà. Je suis curieux quand même. Non, franchement, ça aurait été pas mal. Je pense que ça aurait pu être. Mais sans déconner, Peter Falk, putain d'acteur, parce qu'il a fait, lui, il est autre Columbo pour ça. Il a fait pas mal de films de Nick Cassavetes, qui est je dirais, qui fait partie un peu de la mouvance nouvelle vague américaine, qui traite plus de sociologie plus qu'autre chose. Et il a joué beaucoup avec lui. Et Peter Falk joue souvent des rôles de connards dans ses films. Et c'est des films qui sont vraiment intéressants à regarder maintenant, parce que c'est des films qui sont très misogynes. Enfin, c'est plus un témoignage en fait de la misogynie de l'époque, et ça fout un froid dans le dos pas possible, mais c'est fait exprès quoi, et c'est des films terrifiants, et Peter Falk à l'intérieur est terrifiant quoi. À votre avis, pourquoi il y a toute une emphase sur la culture chinoise au niveau visuel et des décors? Parce qu'ils pensaient que la Chine allait prendre la place de contrôle du monde. Ouais, genre le péril jaune à venir. Alors c'est un peu moins fantaisiste, c'est beaucoup moins drôle. Va devenir la première puissance, quoi, ça je veux dire. Non. En fait, le film est coproduit avec une société de films hongkongaise. C'est les Shaw Brothers, enfin le studio Shaw Brothers, qui sont des gros producteurs de films hongkongais. Et ils ont fait beaucoup leur beurre en fait dans les styles de films de ce qu'on appelle les Wuxanpian, qui sont des fibres de sabre et d'épée en fait en gros quoi. Et ils ont participé, je crois, à hauteur de 25% du budget. Du budget du film, donc en fait en partie je pense qu'ils ont eu un petit droit de regard pour mettre bon écoutez voilà, faites pas de l'américain centré les gars, mettez-nous un petit peu de culture asiatique dans ce bordel. Et je pense que très sincèrement sur la direction artistique ça s'est joué en fait avec leur participation quoi. Le tournage a duré 4 mois dans les studios de Burbank à Los Angeles. Autant vous dire que niveau ambiance ça puait un peu la merde. Déjà la production a mis une pression à Ridley Scott pour le nombre de jours de tournage en mettant une deadline extrêmement courte au moment où à peine 50% des plans étaient tournés, ce qui a obligé Ridley à rusher le tournage et à faire sauter des scènes qui étaient prêtes. Des scènes notamment qui montraient que en fait Tyrell était peut-être un robot lui aussi, donc le créateur des robots en fait en gros. Mais ça on le voit pas en fait malheureusement parce que c'était prévu à être tourné mais ça a été abandonné. Et il y avait aussi Harrison Ford qui boudait parce qu'il trouvait que Ridley Scott ne lui donnait pas assez d'attention, et la PAM revient à une embrouille entre les techniciens et Ridley Scott. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé entre la tech et Ridley Scott? Le café était pas assez chaud. C'est assez facile. Ouais, non, c'est pas les heures sup, c'est pas le café, mais c'est assez simple à deviner parce que bon, généralement, quand t'as un auteur, un réalisateur qui se veut autorisant. Casse-couille. Effectivement, Ridley Scott est un ancien de la pub et de l'image en fait, lui, et de la photographie. Il aime pas trop déléguer ce qui concerne ça en fait. Tout ce qui concerne la lumière et la photo, c'est pas quelqu'un qui aime déléguer. Qui en fait a fait chier les techniciens qui étaient, c'était leur job quoi, de mettre la lumière et tout. Et il se faisait constamment emmerder par Ridley Scott, ce qui a créé un paquet de tensions en fait entre lui et l'équipe américaine. En plus, il est britannique, donc ça joue pas trop quoi. Ça joue le colonialiste qui vient casser la tête. Voilà, casse-toi au salon anglais de merde. Il y a eu plusieurs démissions
Donc il y a plusieurs personnes qui se sont barrées du jour au lendemain parce qu'ils en avaient plein le cul. C'est pas la première fois qu'il y a des embrouilles entre Ridley Scott et une partie de la technique ou des gens qui bossent avec lui, parce qu'il s'était embrouillé sur Alien avec le compositeur de la musique, je sais plus son nom, je sais plus, mais on avait fait l'épisode d'Alien dessus justement, et où il avait pas utilisé la BO du film, ou 50% où il l'avait modifié. En fait, il s'était embrouillé avec Dan O'Bannon sur le tournage, parce que Dan O'Bannon, vu que c'est lui qui a créé le film, il voulait être le patron, sauf que Ridley Scott en avait une plus grosse et l'a viré du plateau. Bref, c'est quelqu'un de très très sympa, Ridley Scott, sur un plateau de tournage. Enfin, c'est des problématiques de prod et de contrat, c'est-à-dire qu'à un moment, s'il vient sur un film et qu'il dit qu'il veut avoir le contrôle de la vision du film sur certains points, si la prod insiste pour mettre d'autres gens dessus, bah forcément ça crée des tensions, quoi. Ouais, c'est clair, mais c'est le côté aussi américain du truc, quoi. Enfin, ouais, ils ont un système qui est assez particulier. C'est vrai que les auteurs, généralement aux États-Unis, quand ils font un film, ils sont un peu comme des employés, quoi. Donc ils doivent un peu fermer leur gueule aussi. Mais sauf que lui, il l'a pas trop accepté non plus, quoi. L'acteur Joe Turkel qui joue Eldon Tyrell, d'ailleurs qu'on en parle, le créateur des Réplicants, joue aussi un rôle dans un film culte sorti début 80. Mais quel était ce film? Il joue un rôle dans un film culte sorti début 80. Ouais, tellement. Début 80, je dirais, il est sorti en 1980, le film dont je parle. Un film d'horreur super connu. Alien? Non. Shining? Shining, ouais, tout à fait. Il joue le rôle du barman. Et d'ailleurs, on revient sur les différentes versions du film. Dans les premières versions du film, là où il y avait la good ending, justement, où on voit Descartes et Rachel se barrer tranquillo à la campagne, qui était dans les premières versions, dans la version ciné de l'époque. Et ben en fait, ce plan, on voit un plan en fait où ils s'envolent, où on voit la route avec de la forêt et tout. En fait, ces plans-là viennent de Shining, en fait. Blade Runner avait des plans de Shining. C'est des plans inutilisés parce que ils avaient la même maison de prod, en fait, c'est la Warner Bros qui s'occupe de Blade Runner aussi, et vu qu'en fait la production refusait de faire des reshoots quoi que ce soit, ils ont ajouté des plans inutilisés de Shining, quoi. Et pour finir, petit point musique, donc la BO composée par Vangelis propose plusieurs pistes avec des voix, notamment la voix d'un chanteur qu'on connaît tous en France qui pose sa voix sur le titre Tales of Future. Mais quel est ce chanteur? Bernard Minet. C'est un chanteur français. Non. J'ai failli le dire. C'est un chanteur qui a été repris par les Kids United. Demis Roussos. Demis Roussos, effectivement. Oh, putain, c'est Demis Roussos qui passe. En fait, il chante un petit peu en a cappella sur le titre. Effectivement, c'est Demis Roussos qui fait des backtracks sur Vangelis pour Blade Runner. Bah, les deux, enfin Vangelis et Demis Roussos, ils sont tous les deux grecs. Hein. Exact. C'est pour ça qu'ils se connaissent aussi. Ouais. Sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour le jour à venir. On écrit sur le mur à l'encre de nos peines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Je ne sais plus si je suis un mendiant ou un messie, mais nos rêves se ressemblent. Manu, par rapport aux versions du film, il y en avait combien? Je crois qu'il y en a 7 si on compte les 7 versions de Projo. Ouais. Il y avait 2 versions de Projo, je crois, si je dis pas de conneries. Il y a 2 versions de Projo, dont une qui est introuvable, enfin, il n'y a pas d'enregistrement existant. Il y a une version ciné US, une version ciné internationale. La Director's Cut, la Final Cut et la version télé. Ah oui, exact. Et la version télé, ouais. C'était quoi les différences d'ailleurs qu'il y avait dans les différentes versions, les différences majeures en fait? Bah, à la rigueur, je crois que les 2 versions de Projo étaient plus proches de la Director's Cut que de la version ciné. Ouais. Il y avait notamment moins d'explications sur
Enfin, il n'y avait pas de happy ending déjà. Il y avait moins d'explications, en gros, ils ont projeté les versions de base et le public était du père. C'est pas ce qu'ils venaient de voir. La Warner a rajouté du voice-over sur la fin et une happy ending. Et rajouter aussi un peu plus de texte. Alors ça, c'est resté après, mais un texte de début qui explique ce que sont les réplicants et ce qui s'est passé avec eux, chose qui initialement n'était pas là du tout. Je pense que c'est quand même assez intéressant d'avoir ce background quand tu lances le film, parce que je comprends à la rigueur que les spectateurs étaient perdus. Donc on a ça qui change. Sur la version, entre les versions ciné et internationales, il y a plus de violence et de nudité dans la version internationale, ce qui fait qu'elle est un poil plus longue. La version de chez nous, qui est ressortie après aux États-Unis, je crois que elle est ressortie en tant que Criterion Edition, quelque chose comme ça. La Director's Cut de 92, elle n'a pas été totalement réalisée par Ridley Scott, mais elle a été validée par lui. Il revenait plus à sa vision initiale, rajoutant notamment les scènes de la licorne, du coup des scènes un peu plus oniriques, enlevant la fin des sorties ciné. Ça doit être globalement ça le gros changement. La version Final Cut, c'est une version Director's Cut améliorée techniquement. En fait, Ridley Scott a retourné une ou deux scènes. Il y a une scène notamment où il y avait une doublure d'une actrice, il l'a retournée avec la vraie actrice, donc 20 ans plus tard, mais bon, c'était après il y a de l'incrustation numérique quand même, et il a amélioré de l'image. Globalement, il a refait un peu de photos, des choses comme ça, quoi. Des plans, il a retravaillé des plans qui étaient un peu dégueulasses peut-être sur la version de base, et ouais, effectivement rajouter des détails. Et la version télé, c'est une version ciné charcutée en fait. Des scènes violentes, pour enlever, quoi, généralement. Ouais, voilà, pour enlever tout ce qui passerait pas à la télé, rendre ça plus family friendly. C'est ça, exact. Mais la meilleure, effectivement, celle qui est donc qu'on a tous regardé, la Final Cut, c'est celle la plus complète et celle qui enlève les moments parasites comme la good ending qui provient de Shining. Rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. 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 Alors, le verdict, on va faire le rappel du classement de RVLT. Les 5 premiers du classement sont Pulp Fiction avec 9 sur 10 de moyenne, Alien 8,83. Troisième, C'est arrivé près de chez vous avec 8,6. 2001, l'Odyssée de l'espace, quant à lui, est à 8,4 sur 10. Et Fight Club en cinquième avec 8,1 sur 10. Et on va revenir sur nos préférés, nos films coup de cœur avec les 5 derniers. Donc, Le Bonheur est dans le pré avec 4 sur 10. Daylight, le film préféré de JB, 3,75 sur 10. Hulk, qui est à 3,25 sur 10. Star Wars épisode 3 qui arrive sur l'avant-dernière place, 3 sur 10. Et le dernier, la turbo-merde des turbo-merdes, La Passion de Christ de Mel Gibson, qui est à 1,7 sur 10. Toujours inégalé, toujours là où il mérite d'être. Je vais me tourner vers JB. JB, à combien mettrais-tu Blade Runner ? Je vais mettre sur mon échelle 2020. Le mec est obligé de préciser sur quelle échelle il est obligé de la mettre. JB, quoi. C'est triste. Merci. Sur mon échelle 2020, je vais mettre 5,5. What ? Alors, il y en a un qui est vénère, l'autre côté. En fait, ils leur profitent qu'ils soient à distance, c'était pour dire vraiment ce qu'ils pensent des films. Ah, et pour mettre des notes de merde. Pour moi, sur mon échelle 2020, ça va, tu vois, c'est la moyenne, quoi. 5,5, 5, t'as mis Mars Attack. Ouais. Et 4,5, Tout Feu Tout Flamme. Donc Tout Feu Tout Flamme, juste un point de moins que Blade Runner. Ouais. Ça ferait plaisir à Alain Souchon, je pense. Je m'en suis jamais caché, c'est pas un film que je kiffe, quoi. Donc t'es plutôt le cul entre deux chaises, c'est-à-dire pourquoi tu mettrais 5,5, tu vois, vraiment pour résumer en globalité, qu'est-ce qui fait que t'as 5,5 sur 10 pour Blade Runner? Qu'est-ce qui fait? C'est surtout le rythme, en fait. Enfin, j'ai vraiment du mal à accrocher, en fait, à rester accroché au film. Heureusement qu'il y a le visuel qui des fois te pète à la gueule pour te réveiller, quoi.
Mais C'était fait pour d'ailleurs. Hein. puis- C'est à la production, ils ont dit ça. Hein. Mettez-moi des lumières là, pour réveiller c'est le ça, public. des flashs. Mais donc voilà, et puis la musique. Mais autrement, c'est vrai que l'histoire, bon, oui, mais c'est pas, enfin, je suis pas emporté par ce film, quoi, au niveau de l'histoire et surtout du rythme, quoi. Ok, ça marche. Moi, pour moi, ça me semble logique. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui sont complètement à côté, hein. Et c'est normal. Enfin, le film est Mais pas 5,5, ça veut pas facile, dire quoi. être complètement à côté, hein. Non, Enfin, mais tu reconnais les. C'est juste que bon, bah, c'est. Mais tu reconnais les qualités indéniables du truc, quoi. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect où certains sont pas fans, d'autres oui, non. Bah, c'est normal. Moi, je suis pas choqué. Je me fous un peu de ta gueule parce que ça me fait rire. Mais en soi, Non, mais j'ai compris. Mais ça sera... mais en soi, ça tient largement la route. Je vais me tourner vers Karim. Karim, tu mettrais combien sur 10 à Blade Runner? 9. Ah, c'est ouais, un gros 9 parce que c'est j'aime ce film pour moi n'a pas vieilli. J'arrive à comprendre toute critique dessus, mais je suis absolument pas objectif. Ça fait partie pour moi des piliers de la SF que j'aime. Je crois que tous les autres films où je serais capable de mettre des notes comme ça sont intimement liés au thème et à l'esthétique qui ont été empruntés après à Blade Runner. Voilà, pour moi c'est j'arrive à tout lui pardonner, même hier quand je l'ai re-regardé, même quand je trouve un peu moche, je m'en fous, je recontextualise, je me dis 182, c'est normal. Voilà. Mais c'est ouais, pour moi c'est un des piliers de la SF. Enfin quand je dis de la SF, vraiment moi c'est la SF que j'aime le cyberpunk, j'aime quand ça questionne méta sur l'existentialisme ainsi de suite. On est en plein dedans avec l'économie de grands discours philosophiques à plein de moments en fait. Il y a d'autres œuvres justement qui en usent trop. Et puis le visuel à chaque fois me claque. Donc ouais, je m'en lasse pas. Donc ça sera un bon gros 9 des familles. Un gros 9 des familles de la part de Karim pour Blade Runner. Et c'est ta meilleure note depuis le début de l'émission. La dernière fois que t'as mis une note de ouf, c'était le mois dernier, justement pour Interstellar où t'as mis 8 sur 10. Manu. Eh ben moi, pour toutes les raisons que j'ai déjà dit et pour celles que Karim a dit aussi, je vais lui mettre 9,5 parce que c'est vraiment un putain de chef-d'œuvre. À la rigueur, ce que je vais justifier, c'est peut-être le demi-point manquant. Il y a une scène dont on n'a pas parlé que je trouve... alors c'est peut-être rétrospectivement malsaine, mais je pense qu'à l'époque aussi ça aurait dû être malsain. C'est la scène entre Descartes et Rachel où il l'agresse carrément sexuellement pour la forcer moitié à tomber amoureux de lui. C'est vrai. C'est très malaisant. Je trouve ça fort à propos, fort contre le propos du film et c'est hors propos plutôt, voilà. Cette scène n'a rien à faire là, selon moi. Je vois pas ce qu'il voulait dire avec et c'est vraiment le point de voir du film pour moi. Ok, bah, j'entends. C'est vrai que ça n'a pas de plus-value. En tout cas, qu'elle se passe comme ça, cette scène. Une scène complètement justifiée, je suis d'accord. Yuna, de ton côté, tu mettrais combien, toi, à Blade Runner? Moi, j'aurais mis 7. 7, ok. 7, c'est Bienvenue à Zombieland. c'est le seul 7 que tu avais mis. Après au-dessus, tu as Retour vers le futur et Alien. Mais 7 pour Blade Runner, ok. Et 7 pourquoi? Parce qu'objectivement, je vais pas revenir sur toutes les qualités qui ont été évoquées, mais objectivement, l'imagerie cyberpunk aussi, elle me parle un peu, mais elle a pas réussi à me toucher. Elle a pas réussi à me toucher plus que ça, en fait, l'intrigue. Ok. Un peu comme JB en fait, t'as les qualités indéniables, mais en termes d'histoire, t'as pas été trop emporté par ce qui se passait, quoi. Je me suis pas senti concernée en fin de compte par les personnages, par leurs enjeux, finalement peut-être un peu plus par les androïdes que par Rick Deckard, qui me laisse un peu plus indifférente. Ok, ça marche. C'est ok, 7 pour toi Yuna. Et Vivien, de ton côté. Tu peux me rappeler des 7 que j'ai mis dernièrement ou pas, s'il te plaît? Des 7 où t'avais mis dernièrement. Alors, 7. J'ai du mal à mettre une note, alors. 7 à Fight Club, 7 à Matrix, 7 à Une Histoire Vraie, 7 à Boys in the Hood, 7 à Invasion Los Angeles, 7 à The Game, 7 à Harry Potter. Et c'est tout. C'est déjà beaucoup de 7. Dans l'équipe, c'est toi qui as fait le plus de films, hein, donc en même temps, c'est normal qu'il y ait autant de notes. Hein. Et ouais.
Non, mais je pense que je vais mettre 7,5. Ok. 7,5. Ça aurait pu être beaucoup plus dans le genre, ça aurait pu être un bon 9, quoi, comme Manu et Karim. Mais comme j'ai dit, je me suis grave perdu sur le film, sur ce visionnage. Je sais pas si c'est parce que j'étais pas dans un état pour le voir ou autre. Mais j'ai vraiment moins kiffé que la première fois que je l'ai vu. Donc pour l'instant, je reste sur cet effet-là. Il y a plein de trucs que j'adore, mais il y a un truc qui m'a gêné et je peux pas mettre plus du coup. Voilà. Et en fait, ça arrive pas à mettre le doigt sur ce qui t'a gêné? Non, pas vraiment. Ça fait un peu comme tu sais, si tu mettais plein de trucs qui sont trop bons dans un mixeur et que tu servais le tout à la fin, tu vois. Genre un par un, c'est vraiment bien, et là sur le tout, ça a pas marché. C'est ton menu Happy Meal. Si la métaphore c'est ton menu Happy Meal mais... qui est mis dans un mixeur et toi t'es pas content, quoi. C'est ça. Exactement. Okay. Ouais, on m'a cassé mon jouet. Putain. Donc Happy Meal sur 10. Ça marche. Donc ouais, là-dessus. Et moi, Blade Runner, moi j'avais détesté la première fois que je l'ai vu. Je l'ai vu en cours de français. Et j'étais en première et le prof, il devait pas s'attendre en fait à se taper autant d'élèves qui lui ont chié dessus après avoir vu le film parce que personne n'avait rien compris. Et on était tous vénères, on pensait regarder un film pour être peinard, et en fait on a vu une sombre merde pour nous à l'époque. En même temps, on était en bac pro restauration, hein, donc jugez pas, hein, c'est normal. On n'est pas formé à réfléchir quoi, en restauration. Quoi. Le mépris de classe. Le mépris de classe. Hey, j'ai dit que je suis dedans, les gars. J'étais dedans. Hein. J'étais formé comme un petit soldat. Hein. T'as voulu te fondre dans le bas peuple pour voir ce qui subit. Tu vas te mettre une partie des auditeurs à dos. Je suis l'incarnation du bas peuple, les enfants. Après ce missile international que je viens d'envoyer. Big up à tous les restaurateurs de France. Philippe, je te veste, je t'aime. Regardez ce que vous pouvez devenir en travaillant. Ils sont un peu cons, hein. On leur apprend pas trop à être intelligent à l'école, ces gens-là. Voilà, donc mea culpa. Et non, en vrai, voilà, c'est quand j'étais adolescent, je l'avais vu, j'avais pas super kiffé le trip. Moi, je m'attendais en fait Blade Runner, je m'attendais à un film d'action dans le futur, un peu comme iRobot ou 5e élément. Ouais. Et autant te dire que le voyage m'a absolument déçu. T'as vu des voitures volantes, tu t'es dit. Allez, Luc Besson. Non, et en vrai, je l'ai revu après à froid quelques années après. Il y avait pas Mila Djokovic avec le multipass, mais il y avait quand même des sacrés bons moments. Il y a un acteur surtout qui joue dans le 5e élément aussi. Comment il s'appelle le type du début, celui qui tue le mec qui l'interroge. Léon. C'est Jigsaw. Putain de bordel de cul. Et si, celui qui joue Léon. Celui qui joue Léon. Oui, l'android Léon. Ah oui, putain, je croyais que tu parlais de Léon de Besson. Je me disais, c'est Reno. Mais il joue où dans le 5e élément? C'est celui qui fait le général. Il joue un militaire sur la... Ah putain, attends, est-ce que c'est bien, j'ai internet. Brian James, voilà, putain. On peut fermer la parenthèse de 5e élément sur Blade Runner, je trouve ça irrespectueux. Mais en soi, effectivement, le film, quand je l'ai revu, c'est un de mes films, c'est devenu un de mes films dans le top 20, quoi. C'est un film incroyable. C'est un film beau, c'est un film magnifique, c'est un film qui fait poser des milliards de questions. C'est un film qui, effectivement, est très contemplatif et prend beaucoup son temps sur la mise en scène et qui peut être exagérément longue. Mais en soi, en fait, tout ce qui montre, tout ce qu'il y a comme éléments qui sont dans le film, c'est un peu comme 2000 ans l'Odyssée de l'espace. C'est-à-dire que c'est un mec, il est arrivé avec des codes, il les a posés et beaucoup de personnes se sont repris dessus. C'est-à-dire que en fait il y a beaucoup de choses que j'aime, que j'ai aimé durant ma construction de ce que j'ai maté, Akira par exemple, ou des trucs comme ça, ou Final Fantasy VII. T'as plein de trucs en fait qui sont repris de Blade Runner. Et quand tu le retrouves là-dedans, tu t'es encore plus happé par le film en fait, du fait que ce soit vraiment un code fire. Je crois que c'est ça le terme, je me souviens plus, mais bref. Et voilà, et puis cette histoire qui est assez ouf, de mélange de quête d'identité et qu'est-ce qui est d'être humain et qu'est-ce que est l'immortalité et la mortalité, tout ça. Bref,
Tout ça pour dire que c'est un putain de film, un film culte, très clairement. C'est un film que je défendrai assez régulièrement s'il le faut, devant une armée de JB. Et je t'ai pas descendu le film. Ouais, écoute, pour l'instant, c'est toi qui as mis la note la plus basse. Donc je suis désolé. Au bout d'un moment, faut que je trouve un coupable. Et voilà. Blade Runner pour moi c'est 9 sur 10. Et on va voir où il est tombé sur le classement. Il est à 7,91. Ah ouais. Il est presque à 8. C'est pas mal. Il se trouve 7ème, juste au-dessus de Matrix. Bah voilà. C'est cohérent. Et juste en dessous du, je suis pas d'accord. juste en dessous du Seigneur des Anneaux. Ça peut passer, non, c'est cool. Je pense qu'il devrait être plus haut. Oui. Mais toi, on t'a pas demandé ton avis. Moi, je pense qu'il devrait être après Camping. Camping d'ailleurs, Camping, vas-y, dis-moi à quelle position il est, JB, vu que tu adores ce film. J'en sais rien du tout. Il est 33ème sur 39. Yes. Ouais. Il est juste au-dessus de Star Wars épisode 1 quand même, donc faut quand même voilà. Bah voilà. Rendre à César ce qui est à César. Bah moi je mettrais Star Wars je sais pas. Jar Jar ou Franck Dubosc? Bon, Dubosc. Enfin, Dubosc, début des années 2000. Aïe aïe aïe. Voilà, je pose les bonnes questions. Mais Jar Jar, sérieux. Et pourtant, j'adore la prélogie. Mais on va pas parler de Star Wars, hein. On parlera bien sûr de Star Wars à partir du mois prochain. Pour envoyer vos propositions de films, donc hervéturfur@gmail.com, et vous pouvez nous envoyer tout un tas de films que vous voulez qu'on fasse. On l'ajoutera à la liste. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc et sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Alors le courrier de Durando, ça va commencer déjà avec les meilleurs de la critique. Instagram, avec Max Pilgrim qui nous dit il fait typiquement partie des films cultes que je ne comprends pas du tout. Effectivement, comme j'ai dit qu'il y en a qui étaient à côté du film, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont passés à côté. Jock qui nous dit que c'est un classique, un film culte. David qui nous laisse un petit message quand même, on pense à lui. Bonjour David. Comme Interstellar, c'est mieux, mais jamais pu le finir. Je me suis endormi à chaque fois. Donc effectivement, David faut qu'il arrête d'avaler la boîte de somnifères à chaque fois là. Sur celui-là, je peux le comprendre. Et nous avons Romain sur Instagram qui nous dit que quel chef-d'œuvre. Au mail, on a l'Ours Martin sur hervéturfur@gmail.com qui nous dit salut à toute la team RVLT, vous vous attaquez à du très très lourd. En effet, Blade Runner fait partie de ces films devenus tellement mythiques que tout le monde connaît leur titre et parfois leur pitch sans même les avoir vus, un peu comme Laurence d'Arabie, le Docteur Jivago ou Ben-Hur. Ce n'est que l'apanage des œuvres fondatrices d'une certaine grammaire cinématographique dans leur domaine, et c'est bien le cas ici. Autant Mad Max a édicté les règles du post-apo, autant Blade Runner a ancré dans les consciences des codes stylistiques du futur dystopique, une sorte de transposition des romans de Dick saupoudrés d'Asimov. Il n'y a qu'à voir certaines productions récentes comme la saison 1 d'Altered Carbon pour se rendre compte de l'impact que ça a eu. Et si le film a marqué son époque pour ses effets spéciaux, c'est parce que ce Los Angeles du futur, à la fois sale, écrasant, mais aussi majestueux, est superbement cohérent. Ici, pas d'effet à la truelle numérique, non, juste des maquettes et des décors et une parfaite maîtrise de la photographie. Il en sort un résultat à l'écran qui ne vieillit pas et résiste bien mieux aux outrages du temps que beaucoup de films de SF des années 90 qui avaient trop tôt le choix d'utiliser des CGI. Je m'attarde sur le côté technique, mais pour moi, ce qui me replonge le plus dans le film à chaque fois que je le vois, dès la séquence d'ouverture sublimée par la musique de Vangelis, au final, l'histoire d'un flic tracker d'Android rebelle qu'on pourrait voir transposé d'un film noir n'est qu'un prétexte à nous laisser nous émerveiller de tous les détails de ce film et quelques morceaux d'acting d'anthologie. RIP Rutger Hauer avec la fin où il nous parle des larmes qui s'écoulent aussi vite que ses souvenirs. À ce sujet, je conseille de ne regarder que la version Final Cut qui ne préserve l'intégrité de l'histoire. En effet, le film, assez incompris à sa sortie, a eu le droit à quelques charcutages honteux des studios qui pensaient le public trop idiot, notamment une horrible version avec la voix off d'Harrison Ford qui commande ce qui lui arrive comme dans les vieux films policiers et que France Télévisions à l'époque a eu la bonne idée de diffuser. C'est d'ailleurs amusant que ce chef-d'œuvre soit le fait de Ridley Scott, aussi réalisateur de Alien, qui lui aussi a défini un genre mais a tièdement été reçu avant de devenir culte. Enfin, si elle n'est pas aussi culte que l'original, je conseille aussi la suite Blade Runner 2049 car l'esprit est conservé malgré le changement de réalisateur
réalisateur. De toute façon, c'est pas plus mal que Ridley Scott ne soit plus aux commandes, ce dernier ayant cédé à la mode du saccage des grandes sagas passées. Même si on va pas se mentir, Alien Covenant est très con, mais quand même meilleur que Star Wars 9. Allez, bise à toute la team. C'est triste, mais c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ouais, on est d'accord avec lui. Mais c'est une constante chez lui, hein. L'ours Martin, quand il envoie un mail, il faut toujours qu'il crache sur Star Wars 9. Donc je pense que c'est un trauma. Une bonne chose. C'est bien. Oui, non, mais très clairement, c'est une bonne chose. Avant de passer à, vous savez, à l'inconditionnel Arthur Froment et les histoires de JB, on a Starflord qui nous a envoyé un audio de son avis de Blade Runner. On va l'écouter tout de suite. Blade Runner, qui s'adapte tout simplement d'un roman de Philip K. Dick, à savoir Les androïdes rêvent-ils des moutons électriques. Alors personnellement, je ne l'ai pas lu et je vais pas faire une énorme critique, hein, mais le titre déjà est pour moi très évocateur puisqu'il nous met en avant le concept de ce qu'est Blade Runner, à savoir est-ce que l'autre est capable de créer, de penser et d'imaginer comme nous. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que on est sur un pan de la science-fiction qui est le cyberpunk, qui fait face à tout ce qui a été fait de pire par l'humanité, de nous montrer de la dystopie et surtout à remettre face à nos erreurs, à nos problèmes. Et c'est en ça que Blade Runner est justement incroyable à mes yeux et qui fait partie de l'un de mes films favoris, c'est que c'est un film qui nous fait clairement penser, réfléchir face à nous-mêmes et qui nous met en avant nos erreurs. Et c'est en cela que les réplicants ont été créés, c'est pour créer un double de nous, c'est pour créer un personnage d'usage qui va aller faire des tâches ingrates, que ce soit la guerre, l'exploitation minière, la domestique et j'en passe, rien de naturel en soi, mais qui va se réveiller et prendre conscience de ce à quoi il était destiné, qu'il est mourant et qu'il va se rebeller pour avoir des réponses à ces questions. Et c'est en cela que on peut finalement se retourner vers nous en se demandant si nous aussi, est-ce qu'on serait pas furieux de savoir qu'on va mourir dans peu de temps, qu'on a été créé pour faire quelque chose? Est-ce que nous aussi, on n'aurait pas cette once de rébellion, cette envie d'avoir des réponses à des questions pour aller de l'avant et pour savoir quelle est notre place dans l'univers? Et c'est en cela que je trouve vraiment Blade Runner intelligent, c'est que les réplicants sont juste un simple reflet de nous. C'est une suite logique par rapport à l'homme qui a créé l'homme. À Dieu qui a créé l'homme, excusez-moi. Mais du coup, c'est ça qui est vraiment pertinent pour ma part, et ce jusqu'à la fin du film, que je vais devoir parler pour appuyer mon avis, c'est que nous avons donc un héros qui se dit être Blade Runner, un chasseur de androïdes, et un méchant qui est donc le réplicant. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que déjà, de base, on nous vend un héros qui n'est pas rassurant. Il est alcoolique, il est quand même bien mis en avant sur le fait qu'il harcèle une femme jusqu'à arriver à ce qu'il veut faire, pour révéler son côté reptilien et primitif, qui fait que on est clairement sur un personnage qui donne pas envie et qui est pas un modèle. Alors que de l'autre côté, le méchant, dit Roy Batty, le réplicant, veut avoir des réponses à ses questions, et pour cela il est prêt jusqu'à aller voir son créateur. Et c'est ça que je trouve vraiment pertinent et fort, c'est que l'un va juste chasser, l'autre va juste se questionner et remettre en question son univers. Et c'est en cela qu'on en arrive à quelque chose de fort, c'est ce combat de fin, où finalement Descartes arrive à faire face à Roy Batty. Là où le chasseur devient le chassé, Roy Batty montre jusqu'au bout de la mort à quel point il est au-delà de tout. Il devient à la fois quelqu'un de fou, mais quelqu'un qui se prend pour un animal, qui va aller au-delà de sa condition physique, au-delà de ce pourquoi il a été programmé, jusqu'à un point où il est prêt à gagner face à Roy Descartes qui est sur le point de tomber. Mais c'est dans ce dernier moment précis où il le sauve, où il lui fait le plus beau monologue que j'ai entendu très personnellement dans le cinéma, et qui me met dans un état second de mélancolie, mais de crise existentielle, mais qui est très très parlant, puisque c'est un texte qui a été réécrit justement par l'acteur lui-même, et qui prend tout son sens, puisqu'il nous fait comprendre que on aura beau faire des merveilles, fait plein de choses, on restera une simple goutte de pluie dans la pluie. Et c'est ça qui est fort, c'est que oui, il y a une création qui a su faire la morale à l'autre, et l'autre et inversement. Et c'est ça qui fait réfléchir. Mais pour de vrai, c'est pertinent et c'est fort pour l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut encore raconter des histoires de cette manière-là, mais fait avec une telle ambiance, avec un tel moyen, avec un tel acting aussi, il faut le dire, difficile de faire plus iconique que Blade Runner avec cette scène pivot. Cette scène qui clairement marque la fin d'un personnage qui a juste voulu des réponses à ses questions, qui a montré qu'il était capable d'être au-delà de ce pourquoi il a été fait, et de montrer dans son dernier souffle de vie qu'il était capable de faire de la poésie, qu'en plus il pouvait donner une leçon, de nous faire comprendre que nous avons tous des failles, et que l'être humain qui doit faire face à ces failles doit vivre avec. Et c'est ainsi
que je pourrais dire que tout simplement Blade Runner est un film pivot de la science-fiction et du cyberpunk, et que pour moi il est plus que nécessaire de le regarder. Alors oui, c'est long, c'est chiant, c'est mélancolique, etc. machin, mais jamais vous ne saurez autant poser la question de pourquoi est-ce que je suis en vie et est-ce que moi aussi je peux rêver de moutons électriques. Voilà, merci Starflirt pour ton avis. Effectivement, très bon texte, effectivement. Ouais. Et puis encore, c'est vrai qu'on l'a pas assez dit, mais Rutger Hauer qui joue Roy Beatty défonce des culs. Enfin, il est très très bon dans son film. Il fait le monologue de fin aussi également, qui fait partie vraiment maintenant d'une des scènes cultes du cinéma, hein, très clairement, avec son texte improvisé. Voilà, écoute, merci beaucoup pour ton avis, Starflord, c'est super. Et maintenant, on va passer à Arthur Froment, qui nous met une petite lettre. Bonsoir à l'équipe, une dernière fois avant le deuxième round du déconfinement. Et ça, c'est vrai que il y a une constante chez RVLT, et je pense qu'on va arrêter de parler de Ridley Scott. C'est qu'à chaque fois qu'on fait un film de Ridley Scott, confinement. Donc, 2 fois quoi. Ouais, et 2 fois. Alien, on l'avait fait, c'était le confinement, et maintenant Blade Runner, allez hop, deuxième confinement. Donc c'est-à-dire que désormais, je vais retirer tous les films de Ridley Scott pour éviter de se retaper un confinement. Voilà. Moi, je pense qu'on va faire une année de podcast Ridley Scott. Bon, voilà, on parlera pas de Gladiator, on parlera pas d'une époque formidable ou d'une année formidable avec Russell Crowe et Marion Cotillard dans les vignobles. Putain, ça se passe où ? Ça se passe dans le sud de la France. Bref, on va éviter tous les films de Ridley Scott pour notre société, pour notre économie. Je vais avoir Bruno Le Maire qui va venir me féliciter ici directement sur Retour vers le Turfu. Bref, je reprends Arthur Froment. Je ne risque de ne pas être objectif devant ce film où je tombe en amour trop facilement, ou le choc de mes 14 ans, un jour de promenade vers le vidéoclub du coin. Ce film était typiquement ce que je voulais vivre et ressentir comme émotion, là où un Kubrick me laisse de marbre luisant. Typiquement le genre d'atmosphère qui m'intéresse, avec les bases de la fondation d'Asimov, où l'illusoire électronique cache la misère humaine. Je peux concevoir que le film manque de climax et de montée en pression si on est habitué au stress de l'adrénaline sauvage. Je peux concevoir son extrême lenteur qui peut apporter son coup de grâce ultime par manque de soubresaut. La team sieste notamment pour David. Mais comment de ne pas être captivé par le monologue final et percutant comme un crochet de coup droit de Roy Batty qui donne toute la grâce au dernier tiers? Comment ne pas être happé par l'aspect apaisant d'un climat bleuté clairsemé par la brume comme un manque d'ensoleillement qui s'éternise? La photographie qui explose toutes les forces créatrices pour les yeux, qui accédera au cercle très fermé de l'avancée technologique avec Tron, qui repousse toujours plus loin les limites de ce que les effets spéciaux seront capables d'offrir dans le plus audacieux et qui parfois donne le vertige d'une sensation de vide sans phare, à un environnement lugubre et artificiel qui reflète un miroir perdu dans les abysses des larmes et de la désolation, et que les réplicants qui ne dévoilent leur secret qu'à la libre imagination de ceux qui regarderont, avec forcément une coïncidence par nappe, parce qu'on vit et où on vivra certainement dans le futur. Bref, tout cela ne remplacera pas le grand JB Darkness, chanteur émérite du groupe de post-punk gothique Les Plus Rien de l'âme, issu du village éponyme, qui milite avec son copain nerd Karim Lafrousse, qui a les nerfs à vif pour militer à ses côtés contre le port et l'adhésion du cuir sur le rock alternatif, du No Future et de l'Atari 2600, mais vont tout faire pour ramener la formation britannique Alien Sex Friend dans la ville de Vertou, ce qui va détonner par la soirée sosie de Michel Sardou et de Frédéric François. Entre parenthèses, n'oubliez pas votre tenue en sky, pure laine végétale. Des bisous les gens, prenez soin de vous et préservez-vous. Arthur Froment. Salut. C'est parti loin encore. C'est le meilleur. Toi aussi tu vis en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline, mangeur de Moktouk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimau. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Retour vers le Turfu, c'est pas que des recommandations dans le passé, c'est aussi des recommandations dans le présent. Et justement, Vivien, de ton côté, qu'est-ce que tu nous proposes ce mois-ci? Alors, moi j'ai 3 recos, mais je vous les fais courtes. La première, c'est, je viens de finir la saison 3 de The Handmaid's Tale. Donc je crois que c'est Unite, on avait déjà parlé peut-être dans une reco. Donc bon, pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Moi perso, j'étais sur le cul, impressionnant à la fin de la saison 3. Ouais, il y a un twist, assez dingue. Ouais.
Donc regardez quoi. Deuxièmement, je vous conseille d'aller faire vos courses à Leclerc. tu reprends mes recos, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Parce que toutes les tranches de 30 €, vous avez des petits stickers Marvel assez stylés. Putain, détends-le bien moi. Du coup, juste pour les stickers Marvel. Et il n'y a plus de PQ sinon, chez Leclerc. Hein ? Il n'y a plus de PQ chez Leclerc. Ouais, mais après, moi, je m'en bats les couilles. Et les petits commerçants, Vivien. Oui, mais les petits commerçants, est-ce qu'ils me filent des étiquettes, des stickers Marvel. stickers Marvel ? Je crois pas, non. Donc la solution pour relancer l'économie des stickers Marvel chez partout. Exactement. Toutes les tranches de 30 €. Donc voilà. Non, sinon, ce que je voulais vous recommander, c'est une série Amazon avec une série britannique du nom de Truth Seekers. Avec la bande Nick Frost, Simon Pegg. C'est très 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 drôle. Une espèce d'histoire en fait. C'est légèrement parodique sur tout ce qui est Urbex, tout ça, les chasseurs de fantômes. Où en gros Nick Frost joue comment dire, un chasseur, un technicien, un technicien en fait qui installe la fibre, la 6G actuellement, je crois, dans le truc. Et en gros, en même temps, il fait des vidéos de chasse de fantômes sur YouTube et il se retrouve embarqué dans une espèce de truc qui n'a aucun sens, mais complètement par hasard. Et ça part très très loin et c'est plein de petits quiproquos, de situations incongrues et je trouvais ça super drôle. Donc il y a la première saison en entière sur Amazon. Super, merci pour la reco, Vivien. Enfin pour les recos et surtout je passerai à Leclerc du coup effectivement aller dépenser au moins 120 balles de PQ et avoir 4 stickers Marvel. JB de ton côté, qu'est-ce que tu nous recommandes? Au niveau des recommandations, ça va être une chaîne YouTube. Alors, je sais pas si je l'ai déjà recommandé, que c'est une chaîne qui s'appelle Villebrequin. Et c'est une chaîne qui parle de bagnole. Et c'est fait vraiment pour les gens qui ne s'intéressent pas aux bagnoles. Okay. Et en fait, ils sont vraiment trop drôles en fait. Ils sont deux. Et c'est des vidéos sérieuses sur les bagnoles et sur comment ça fonctionne les bagnoles et sur l'automobile en général, mais humoristique. Et c'est vraiment drôle. Et enfin humoristique. En fait, c'est juste qu'ils sont cool, quoi, en fait. Et donc voilà, donc ça s'appelle Villebrequin, donc je vous invite à découvrir ça. Et j'avais une autre chaîne qui s'appelle 2X Silicium. Et là, par contre, c'est une chaîne d'électronique pour les gens qui s'intéressent à l'électronique. Et le mec, je sais pas, il doit avoir 40-50 ans et il décortique des appareils électroniques, il fait des tests de trucs où au final tu te rends compte que c'est de la grosse arnaque. C'est plutôt intéressant aussi. Mais voilà, mais surtout Villebrequin, qui est vraiment une grosse chaîne. Et d'ailleurs, dernièrement, ils ont fait c'était, je sais pas, un Ulule ou un Kickstarter pour pouvoir faire monter à 1000 chevaux une Fiat Multipla. Et l'enfer sur Terre. Ils avaient demandé donc 50 000 €. Et là, à l'heure actuelle, je crois qu'ils sont à plus de 600 000 ou 700 000 €. Enfin, bref. Et du coup, ils vont faire toute une flotte de multiplas. Du coup, ils vont faire un truc de ouf. Ils vont faire un salon automobile. Ça va être ouf. Et j'ai bien aimé parce que pour financer leur Kickstarter, t'avais le pack hater et où tu pouvais prendre le pack hater à 30 balles et t'avais un paillasson avec leur gueule dessus pour s'essuyer les pieds dessus. Enfin, vous voyez un peu le genre d'humour des types. Et c'est vraiment, c'est des génies. C'est des génies. Il y a pas vraiment trop drôle. Super, merci pour les recos, JB. D'ailleurs, où tu fais tes courses, toi? Moi, je fais mes courses chez Hyper U. Okay. Voilà. Ouais, mais Hyper U, ils ont pas de sticker Marvel. Non. C'est pas grave, mais en tout cas, Hyper U, ça fait très plaisir de le savoir. Yuna, de ton côté, déjà, où tu fais tes courses? Alors, c'est pas moi qui m'en prends en charge les courses. Ok, t'as de la chance. Voilà. Mais quand j'ai des petites courses à faire, je vais à Leclerc aussi. Ok. Mais du coup, comme c'est des petites courses, je n'ai pas de tranche de 30 €. Eh ben, va falloir faire 90 € de course la prochaine fois, Yuna. Voilà. Va falloir faire un petit effort. Alors moi, je vais avoir 3 recommandations aussi, donc je vais laisser brièvement.
Donc j'ai eu la chance d'aller à un festival de cinéma avant de se reconfiner. J'ai eu l'occasion de voir un film qui s'appelle Sainte Maud de Rose Glass, donc qui parle d'une jeune fille qui est infirmière à domicile en fait, qui aide des personnes qui sont en fin de vie. Donc on la voit dans ce cadre-là qui vit chez une ancienne danseuse. Et en fait, on voit surtout son personnage qui évolue. Donc c'est une infirmière mais qui est très 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 portée sur la religion. Et donc on va voir sombrer tout doucement dans la folie pour sauver l'âme en fait de sa patiente. Ok, ça m'a l'air d'être bonne ambiance. C'est du feel good aujourd'hui. Deuxième reco, donc j'ai eu l'occasion de voir dans le même festival. Donc c'est une série qui s'appelle Gangs of London. Ah oui. De Gareth Evans, donc qui est à l'origine de The Raid, entre autres. Effectivement, ouais. Donc série, un thriller sur fond de mafia londonienne, avec des sombres secrets. Et, voilà, on part de le point de départ, c'est la mort du patriarche. Donc on se rend compte en déroulant la pelote que qui trempait dans des affaires pas très claires et qu'il y a des conflits d'intérêts qui se mettent en place après sa mort. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et un très très bon, une bonne série, je trouve, pas ouf, mais plutôt bonne. Ouais. Ouais, c'est cool. Et ma troisième reco, donc comme je disais, c'est sur du joyeux. Il y a un reportage sur Arte que j'ai regardé, donc il y a en 2 fois 50 parties. Qui s'appelle Ku Klux Klan, une histoire américaine. Oh putain, ok. Oui. Alors évidemment, c'est pas du divertissant, c'est pas le but, c'est pas forcément le mot, mais par contre, c'est un reportage qui est utile, à mon sens. Arte, oui, ils sont vraiment en ce moment, c'est les élections américaines, il faut pas que Trump passe. Du coup, ça fait depuis un mois qu'ils bombardent de reportages pour l'extrême droite, des trucs comme qui ça. Vont dans ce sens-là, sur l'extrême droite, sur les Black Panthers aussi, dans l'autre sens. Et oui, c'est bien de se rappeler aussi d'où part ce genre de groupe. Super, ok. Et l'impact qu'ils ont encore aujourd'hui. Merci Yuna pour ces recommandations. J'avais Karim, qu'est-ce que tu nous recommandes toi, de ton côté? Pas grand chose. Non, si, 2 trucs, tiens. Pour m'occuper pendant le confinement, Dauntless. Donc que je joue sur PS4, c'est un Monster Hunter-like en free-to-play fait par Epic Games. C'est cool en fait, c'est un Monster Hunter très léger qui tourne avec les graphismes de Fortnite. C'est bête et méchant. Jouer avec 3 copains parce que c'est des chasses qui se font à 4 contre des bestioles bien plus fortes que toi. C'est voilà, t'avances, tu frappes, tu récupères des choses, tu forges, c'est divertissant et c'est marrant et surtout c'est en free to play et pas en pay to win. Donc ça c'est sympa et ça fait grave passer le temps. Et deuxième truc, la dernière vidéo de Link the Sun sur sa chaîne Link the Sun sur son format cinéma, donc le 50-50, il traite de Shining. C'est vachement cool, il s'est fait un peu chier, la vidéo est longue et il m'a appris des trucs sur Shining, il m'a surtout donné envie de revoir Shining et pour une fois c'est pas une vidéo où il casse un truc parce qu'il aime le film et c'est pertinent. Donc voilà, c'était le dernier 50-50 de Link the Sun. Super, merci pour ce reco Karim. Manu, de ton côté? Ben écoute, je trouve les gens gourmands aujourd'hui. Moi, j'avais prévu une seule reco. Okay. C'est The Queen's Gambit, une mini-série qui vient de... Ah, il y avait quelqu'un d'autre? Ouais, moi j'allais le recommander, mais écoute, ça me fait du bien que tu m'en parles, comme ça j'aurais de moins de choses à dire. Donc c'est une mini-série Netflix qui doit faire 7 épisodes, je crois. Ouais, ça. Sur la vie et le parcours ascension d'une jeune génie des échecs aux États-Unis. Je sais plus, c'est les 50-60, quelque chose comme ça. Peut-être un poil plus tard, qui se retrouve orpheline dramatiquement au début de la série et du coup derrière se prend de passion pour les échecs et progresse assez rapidement dans le milieu. C'est avec Anya Taylor-Joy que vous avez pu voir récemment dans New Mutants, mais aussi dans The Witch qui doit être de 2015 déjà, je pense. Dans les Split et Glass de Shyamalan. C'est hyper propre comme série. C'est au niveau reconstitution, décor, tout ça, et costume, je trouve ça impeccable. Une particularité pour ceux qui regardent pas mal de séries, souvent on a des réalisateurs, des scénaristes différents. Ici, tout est écrit et réalisé par la même personne sur les 7 épisodes, donc il y a une cohérence sur l'ensemble qui est plutôt intéressante. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur. C'est sorti il y a 2 semaines, peut-être même pas, le 23 octobre je crois.
Vraiment une bonne série. Et puis du coup, si je dois en rajouter une, vu que tout le monde en a plusieurs, je dirais juste regarder DuckTales sur Disney+. Il y a les 2 premières saisons. Là, actuellement aux États-Unis, il y a la 3e qui est en cours. DuckTales, c'est la bande à Picsou, donc dessin animé de notre jeunesse. Ils ont fait un reboot en 2017 et là, du coup, ça doit être une 50aine d'épisodes, je pense, pour l'instant. Et c'est vraiment une série très drôle et très stylée. Super. Petit DuckTales. Merci Manu pour ces recos et également où tu fais tes courses. Super U Carquefou. Ok, super. Nul à chier. Bah Carquefou, on en avait parlé avec Arthur il y a quelques épisodes. Ouais, il commence à connaître la région nantaise, lui. Ouais. Karim, je t'avais pas demandé tes courses, tu les fais où? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ok. Connard. Bordel. Merci Karim pour ton amabilité, tu me fais toujours plaisir. Et je plus sois le jeu de la dame, Queen's Gambit, super série Netflix. Je l'ai regardé un jour d'insomnie, une nuit d'insomnie. Et je pensais regarder une série, tu vois, qui allait me faire endormir en 2-2, une série de merde Netflix comme d'hab, quoi. Et en fait non, super série, ça m'a surpris parce que la prod effectivement elle est très très bonne. Tu disais les décors et les costumes ils sont nickel, c'est assez impressionnant la reconstruction qu'ils ont fait des années 60-70. Et puis la photographie elle est complètement ouf et l'actrice principale justement Anya Taylor-Joy, elle est hypnotique quoi. Elle a des yeux, c'est incroyable. Enfin elle a même un jeu d'acteur, un jeu d'actrice, elle est incroyable. Je pense que dans 2-3 ans ça va devenir une figure montante, enfin une étoile d'Hollywood quoi, très clairement. Elle a la carrure pour faire des lead rôles assez incroyables quoi. Malgré son âge, elle est assez jeune, elle a 24 ans je crois. Et un truc comme ça, ouais. Mais je pense qu'elle elle va défoncer dans le futur. Moi je voulais recommander, alors de ne pas recommander le Covid. Alors le Covid c'est vraiment pas cool, j'ai testé ça pour vous. C'est pas ouf. Mais c'est un complot du gouvernement, tu peux arrêter de faire un... Ok, j'envoie un mail à Macron. On aura la vérité après les élections américaines. Bien sûr. Effectivement, on va être éclairé. Non, le Covid, voilà. Bon, moi j'ai été asymptomatique, donc j'ai du bol, mais j'ai des proches comme ma copine qui ont perdu le goût et l'odorat. Je ne recommande pas. Voilà, c'est une maladie qui, voilà, où t'as du bol, tu perds juste le goût et l'odorat, ou t'as pas de symptômes, ou sinon tu peux mourir. Mais bon, voilà, c'est quand même mieux de. Du coup, t'as perdu le goût quand même et l'odorat? Que dalle. Que dalle de chez. C'est dommage, t'aurais pu tester de manger des trucs bizarres. Bah, je l'ai fait avec ma copine, hein, du coup, je lui ai donné à manger plein de trucs. Et la moutarde et tout, de se marrer à faire manger de la moutarde en une cuillère et tout comme ça. Ouais, non, mais c'est vraiment fun. Hein. C'est impressionnant comment ça te nique les nerfs, enfin, tout ce qui concerne les nerfs au niveau du nez et la reconnaissance des odeurs et trucs comme ça, t'es complètement. T'as plus rien, quoi. Donc, tu peux bouffer de la moutarde en one shot, ça te fait rien, quoi. Juste un mal de gorge, quoi. Mais ouais, c'est assez impressionnant comme truc, quoi. Bref, je recommande pas, c'est de la merde. Par contre, je recommande un truc qui est vraiment cool en plus de Queen's Gambit, le jeu de la dame. J'ai découvert au pif une chaîne YouTube qui est assez vieille, hein, qui a 5 ans, mais qui sort des vidéos tous les 3 mois. Je pense parce qu'il a autre chose à foutre, mais ce qu'il dit par contre dans ses vidéos, c'est super intéressant. Ça s'appelle La Boîte FX et c'est vraiment donc c'est un Français qui bosse dans les designs justement de FX et de tous les effets spéciaux, les effets visuels au cinéma. Et il fait des chroniques sur des films. Il a fait King Kong, il a fait Le Seigneur des Anneaux, il a fait Titanic, Matrix, et là dernièrement il a fait le Hobbit aussi. Il explique vraiment de A à Z comment on fait les effets spéciaux, qui c'est qui les produit, quels sont les studios qui font les FX, qu'est-ce qu'est la différence entre un effet visuel et un effet spéciaux. Un effet spéciaux, c'est vraiment les effets en dur. Hein. Généralement, on dit effets spéciaux comme ça à l'arrache pour parler des effets visuels, mais ça n'a rien à voir en fait les deux. Et il t'explique comment des scènes super connues sont faites et quelles scènes justement dans la vidéo de Titanic on apprend qu'une scène qui paraît banale d'un plan survolé du Titanic en fait a coûté 5 millions parce que ça a été un bordel à faire, quoi. Donc voilà, il y a plein d'infos sur plein de films, c'est expliqué assez facilement. Notamment il y a une vidéo en 2 parties d'1 heure sur Avatar qui explique pourquoi Avatar a révolutionné le cinéma par rapport à ses FX et je conseille de regarder parce que c'est enrichissant, on apprend vraiment plein de trucs
Et c'est une chaîne YouTube qui est très très peu connue, mais qui mérite quand même d'être un peu appuyée parce que c'est quand même une chaîne de cinéma qui dit pas de la merde et qui est bien informée, bien référencée. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc je vous la conseille. La chaîne, c'est La Boîte FX. Voilà. Et avant de finir, je voudrais me retourner vers toi, Manu. C'est vrai que je l'oublie souvent de le faire dans le podcast Le Coin Pop, que je vous conseille d'écouter par rapport à la pop culture. Qu'est-ce que tu nous proposes en ce moment sur ta chaîne, j'ai envie de dire, sur ton flux? Alors, comme vous le savez peut-être pas, j'ai un ensemble de spin-off thématiques. J'en ai 3 pour l'instant. Il y avait After Watchmen qui est un peu en stand-by mais qui revient ce mois-ci avec pour parler de Doomsday Clock. L'année dernière on parlait de la série télé Watchmen qui faisait suite au comic book, et là on va parler de Doomsday Clock qui est un comic book qui fait suite au comic book mais qui n'est pas lié, enfin c'est une suite alternative quoi par rapport à la série télé. Donc on va tourner ça demain justement, donc ce sera diffusé la semaine prochaine. Et j'en ai 2 autres thématiques qui sont le cadran pop qui parle de Star Trek. Donc c'est en ce moment toutes les semaines on a un podcast qui sort le samedi sur le dernier épisode de Star Trek Discovery, et Tales from the Sewer qui est un podcast sur les Tortues Ninja, dont on a sorti 2 numéros cette semaine d'enregistrement, donc il y en aura même un 3e au moment où vous écouterez ce podcast. Un numéro sur un crossover Tortue Ninja Power Rangers, donc celui-là n'est pas encore sorti et celui qui me reste à monter. Un numéro sur The Last Ronin qui est une nouvelle mini-série imaginée il y a 30 ans par les créateurs des Tortues Ninja, dans lesquels dans un futur du coup 30 ans après ce qu'on connaît des Tortues Ninja, il en reste plus qu'une, voilà, et on suit son parcours semi-fin de vie, semi-dernier combat. Et sinon on a parlé du tout premier film Tortue Ninja de Steve Barron de 1990, pour ceux qui savent. Du coup c'était le numéro 3 qui est sorti dimanche dernier. Voilà, on revient sur ce film de notre enfance qui a pas forcément bien vieilli mais qui est pas forcément une mauvaise adaptation des Tortues Ninja. Et puis derrière j'en ai d'autres en préparation. J'ai notamment un nouveau spin-off qui devrait sortir au mois de décembre, en même temps qu'une certaine série télé Marvel. Donc voilà, on en reparlera le mois prochain. Ça marche. Je crois savoir c'est laquelle. Est-ce que ce serait pas avec une sorcière par hasard? Peut-être, ouais. Ouais, j'en étais sûr. Une sorcière dont je parlerai énormément sur Twitter. Peut-être par aussi. hasard. Ouais, voilà, plutôt. Ouais. En tout cas, merci Manu encore une fois de ta présence dans l'émission. Ça fait toujours plaisir de t'avoir. Avant de vous quitter, donc vous savez que au mois de décembre, ça arrive avec Star Wars chez nous, donc on parlera de Star Wars Nouvel Espoir, sorti en 77, si je dis pas de conneries comme ça de tête. En fait, j'ai un big up à faire à un de nos auditeurs, à Benji Magie. Pourquoi? Parce que ce grand malade m'a envoyé, j'ai reçu ça aujourd'hui pile pendant l'enregistrement, il nous a envoyé la collection des 3 de la trilogie en DVD. Sérieux? Ouais, il nous a envoyé la trilogie. Pourquoi en DVD? Parce que c'est les DVD de l'édition de 2006. C'est les DVD où on a les films originaux sortis au cinéma sans les retouches dégueulasses de Lucas en fait, sur les versions qui vont suivre. Donc c'est vraiment les versions d'origine sorties au cinéma, et donc on n'a pas d'Aiden Christensen implanté au forceps en Retour du Jedi. On n'a pas les plans de Jabba le Hutt complètement niqués dans le Nouvel Espoir, ni le coup de la fameuse légende, enfin la fameuse légende par rapport à la modification de Lucas, mais Han Solo shot first. Vous savez, dans cette scène du bar où Solo tire sur un chasseur de primes, on voit dans les modifiés qu'on voit une sale main dégueulasse avec un flingue qui tire en premier, qui tire sur le mec. Après, elle s'est fait tirer dessus, mais en fait, c'est lui qui a tiré en premier. Bref, il y a tout un truc comme ça, et ça avait été modifié par Lucas, et on n'a pas ça non plus. Donc il y a plein d'éléments à la con en 3D, tout ça qui a été ajouté au forceps qu'on n'a pas du tout dans ces versions-là. Donc c'est vraiment les versions pures. Et je remercie vraiment Benji Magie parce que ça a été une galère, c'est une galère à trouver. C'est extrêmement rare.
Donc je le remercie et il nous a écrit une petite lettre que je vais vous lire si vous voulez. Bonjour l'équipe RVLT, si mes calculs savants sont exacts, vous allez bientôt aborder le prochain épisode de la saga Star Wars, vous allez donc entrer dans le vif du sujet de la trilogie originale. Comme vous le savez, ces films ont été modifiés de nombreuses fois depuis leur sortie dans les années 70-80, entre l'édition spéciale de 97, l'édition DVD de 2004 puis de 2006, l'édition Blu-ray de 2011 et l'édition streaming de 2019. Ces films n'ont eu de cesse d'être altérés, que l'on apprécie ou pas ces modifications, je regrette pour ma part qu'on l'oublie un peu, les films d'origine, car ce sont eux qui ont généré le succès et l'engouement à l'époque. Il me semble important de pouvoir les voir, ne serait-ce que par curiosité historique et pour les comparer aux versions récentes. C'est dans cette optique que je souhaite offrir à l'équipe les coffrets DVD édition limitée de la trilogie qui inclut les versions cinéma d'origine des 3 films. Ces coffrets sont sortis en 2006 à la demande des fans et sont à ce jour le seul support physique contenant les films dans la version d'origine sans altération. La qualité est malheureusement un peu faible, mais ces films sont intéressants à voir afin de comprendre exactement ce qui était sorti sur les écrans de cinéma d'époque. Loin de moi l'idée d'influencer le contenu de vos prochains épisodes, je tenais juste à vous partager ces versions que j'apprécie énormément et qui sont à mon goût trop peu connues et partagées. C'est aussi une façon de vous remercier pour tous les épisodes de podcast que vous sortez chaque mois et qui me font tant plaisir d'écouter. Vous êtes dans mes oreilles depuis quelques années maintenant et c'est un bonheur. En amateur de cinéma, je pense que vous saurez apprécier ce petit cadeau. J'espère qu'il vous plaira. Que la force soit avec vous. Benji Magie. Voilà. Quel bro. Merci. Quel bro. Mais quel malade, mais quel voilà, quel ça me touche moi personnellement énormément. Je pense que ça doit vous toucher aussi d'une certaine manière. D'avoir un fan autant voilà qui nous donne voilà sans qu'on demande une trilogie en DVD. Ça fait plaisir, ça fait zizir. Donc je les mettrai avec grand intérêt. Je pense que voilà quand on arrêtera le confinement, je pense qu'on pourra les mater tous ensemble chez WAM. En tout cas, merci encore Benji Magie, c'est super cool. On va pouvoir finir cette émission. Je dis encore une fois merci à Yuna, merci à Karim, merci à Vivien, merci Manu et merci JB. Retrouvez-nous le mois prochain pour parler de Star Wars. hervéturfur@gmail.com pour envoyer vos listes de films. Et également si vous avez envie d'échanger, il n'y a pas de souci, on peut écrire, on peut s'écrire. Twitter, Facebook, Instagram pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux. retourvéturfur.com pour retrouver tous les épisodes de RVLT et du début de la fin de podcast série télé. Partagez un maximum le podcast à vos proches si cela vous a plu. N'oubliez pas les petites étoiles sur Apple Podcast et Podcast Addict, ça nous fait très grand plaisir. Bisous, prenez soin de vous, évitez le maximum de contacts à la con, ne soyez pas contaminés par le Covid, comme je dis, moi j'ai mis un 3 sur 10, c'est pas ouf, mais c'est rigolo, mais c'est pas ouf. Bisous, cultivez-vous, voir de le même. Allez, ciao, bisous.